Le gamin blond est là-bas, respirant comme un fou et disant que c'était vraiment le défi le plus difficile de ce donjon. La créature connue sous le nom de Cerbère, niveau 67. Cette chose n'est pas une blague. Le monstre commence à charger une boule de feu, et toute l'équipe se prépare à mourir. Le petit nain les prévient même. Cette fois, il n'est pas sûr que sa compétence sera capable de la bloquer. Mais alors, tout à coup, son expression change et il dit « Attendez, qu'est-ce que c'est que ça là-bas ?» Ce qui ressemblait à un gobelin marchait droit vers le dragon tout seul. Tout le monde est un peu déconcerté, surtout avec le monstre qui se prépare à attaquer. Mais ce petit gobelin, il lèche un morceau de bois. Les gars essaient de comprendre ce qu'il fait là. Le dragon tire la boule de feu, et le gobelin saute vers elle, souriant. D'un seul coup de sa masse d'armes, c'est comme si le dragon venait de se vaporiser. Toute l'équipe est stupéfaite, essayant de comprendre comment cette chose a été tuée d'une seule attaque. Non seulement il est mort, mais littéralement, il ne restait rien du dragon à part les moignons de ses pattes. Pourquoi un monstre attaquerait-il un autre monstre? Est-ce que quelqu'un a invoqué cette chose? Le nain pointe vers le haut et leur dit de jeter un coup d'œil au sommet de la montagne. Il y a quelqu'un qui se tient là, et bien sûr, le gamin a ce petit sourire bizarre. Ils sont tous convaincus que c'est lui qui a invoqué ce gobelin. Mais ensuite, on passe à notre gars qui traîne son sac de ciment, demandant où il est censé le mettre. Tout de suite, c'est évident. Notre gars travaille dans la construction. Comme on pourrait s'y attendre, il est faible comme l'enfer, et il se voit comme un gobelin. C'est parce qu'il ne peut pas sortir des donjons de bas niveau, tout comme les gobelins sont toujours coincés dans les donjons pour débutants. Certaines personnes gagnent à la loterie, certaines naissent riches, certaines naissent belles. Et puis il y a lui, né pour être le gobelin du monde humain. Aucun talent, n'acquiert presque aucune expérience, et sa vie est un vrai gâchis. Soudain, quelqu'un à côté de lui demande s'il a déjà entendu parler de Monsieur Chat. On dit que ce type joue à Get of the God et ne s'est plus présenté au travail depuis. Un vieux dit que c'est comme si ce gars timide avait décroché une place secrète et avait complètement changé sa vie. Get of the God est un jeu de réalité virtuelle qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. L'expérience est incroyablement réelle. Tellement réelle que les gens oublient la vraie vie en jouant. Allez, intelligence artificielle, amène ça à moi maintenant. La technologie était encore toute nouvelle et à la pointe, mais grâce à tous les cafés PC répartis en Corée, même quelqu'un de fauché, galant, la chance est totalement foutue comme lui, pouvait jouer un peu. Et, évidemment, avec une demande aussi massive à l'intérieur du jeu, la monnaie du jeu a commencé à prendre de la valeur réelle. Les gens dépensaient des tonnes d'argent réel pour des objets de ce monde. Comme il se doit, Get of the Heavens est devenu un véritable tournant, un jeu qui a tout chamboulé. Notre gars aimait bien ce genre de choses. Aimait bien. Parce que le voilà maintenant, réalisant son mouvement ultime. Son grand coup de grâce consiste à extraire des roches. Il réussit un coup solide et obtient 3 minéraux. Tout de suite, il met ses mains sur sa tête, genre, comment est-ce possible? Sa classe, ses talents, sont si mauvais qu'il perd de l'argent en jouant. Il ne peut même pas gagner assez pour payer la foutue capsule VR qu'il loue. Où est cette partie du jeu où il est un héros légendaire, entouré d'un groupe de femmes magnifiques, et finit par en épouser une? Le jeu s'appelle Get of the Heavens, alors pourquoi diable est-il coincé dans ce cauchemar? Mais tout a changé au moment où il a trouvé un cristal de guérison avancé, quelque chose qui vaut au moins 300 000 1. Il lui donne un bon vieux coup de langue et commence à célébrer, disant que maintenant, enfin, sa vie va changer. Mais pendant qu'il est occupé à l'engloutir, quelqu'un l'appelle. Il jette un coup d'œil sur le côté, et la seule chose qu'il remarque, c'est, putain, elle est vraiment canonne, et ses cuisses sont énormes. Elle est là et dit qu'il a l'air d'être un mineur assez doué. Elle l'a vu ici tous les jours, n'est-ce pas? Par hasard, avait-il une compétence minière élevée? Il s'avère que son équipe est coincée dans ce donjon avec un énorme rocher qui bloque le chemin. Le problème est qu'aucun d'eux n'a les compétences nécessaires pour le casser. C'est pourquoi elle cherchait un mineur talentueux comme lui. Il admet rapidement que sa compétence est en fait assez faible, et s'il prévoit d'entrer dans un donjon en toute sécurité, ils devront d'abord éliminer tous les monstres. Le nain lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils s'occuperont de tout ça, suivez simplement. Notre gars trouve ça un peu drôle qu'un nain lui demande de l'aide pour miner. Mais alors, le lèche-bot du groupe intervient et dit, ce n'est pas parce qu'il est nain qu'il sait automatiquement comment miner. C'est stéréotypé. Notre gars, cependant, est plus perdu dans ses pensées. S'il rejoint ce groupe, peut-être qu'il peut acquérir une expérience décente et récolter quelques minéraux sur le côté. Le seul problème est, serait-il vraiment en sécurité en allant aussi profondément dans un donjon comme celui-ci? Bien sûr. Dans ce jeu, vous pouvez être ressuscité, mais il y a un petit hic, et ce n'est pas exactement agréable. Juste à ce moment-là, Miss Cuisse attrape son bras et le lèche en disant qu'elle a besoin de bras forts et musclés comme les siens, des bras qui minent avec une vraie puissance. Bien sûr, c'était bien plus que suffisant pour le déstabiliser. Maintenant, il est là, tremblant, essayant de comprendre comment diable il s'est retrouvé dans cette situation. Devant lui se trouve un petit loup gris, niveau 7, pas si élevé que ça, en réalité, mais le pauvre gars ne semble pas pouvoir monter de niveau quoi qu'il arrive. Maintenant, il est complètement entouré et sur le point de se chier dessus quand soudain, juste au moment où la chose est sur le point de mordre,
Miss Cuisse lui crie de se baisser et boum, déclenche un barrage de feu qui fait 3000 dégâts et évapore complètement les loups. Et elle arrive tout douce et pétillante, lui demandant s'il va bien, s'il est blessé ou quoi que ce soit. Catherine Lee, une mage de niveau 39, est troublée. Il dit, ouais, il va bien. Grâce à elle. Pendant ce temps, il est toujours stupéfait qu'elle ait anéanti une meute entière de loups en un seul coup. Elle fait cette petite scène dramatique et mignonne, disant qu'elle avait peur de le perdre à ses côtés, alors il devrait rester très près d'elle. L'endroit est dangereux après tout. Et juste comme ça, il est rouge vif de la tête aux pieds. Enfin, sa chance de romance dans le jeu. Un autre gars du groupe qui esquive des loups lui dit de ne pas être surpris. Normalement, il ne se donnerait même pas la peine de venir dans un donjon facile comme celui-ci. Un coup de son fouet et bam, les loups ont disparu aussi. Il explique qu'ils ne sont là qu'à cause d'une étrange sorte de minerai qui ne peut être cassée que par des personnes ayant des compétences minières de haut niveau. Évidemment, ils ont tous ignoré cette compétence parce que c'est un truc pour les idiots. Tout ce qui les intéresse, c'est de monter de niveau et de perdre du temps à frapper des rochers. C'est en dessous d'eux. C'est pourquoi ils avaient besoin de l'aide de quelqu'un comme lui. Maintenant, ça n'a pas plu à notre gars. Il est assis là, essayant de comprendre ce que ce type voulait dire par quelqu'un comme lui. Apparemment, ils le voyaient tous comme un idiot total, ce qui ne pouvait pas être plus faux parce que ces bâtards ne dépasseraient même pas cette partie sans lui. Alors il marche derrière eux et dit qu'il ne va pas laisser passer ça. Ce que l'idiot pense, c'est qu'il n'a aucune compétence de combat. Il sort sa pioche et se lance dans l'action, frappant de toutes ses forces, à la manière d'un hélicoptère, directement dans la roche, et bien sûr, ça ne fait rien. Il s'avère qu'il n'a vraiment aucune compétence de combat. Le voilà en mode Minecraft total, marmonnant que malheureusement, il ne peut rien faire. Le nain veut savoir si les informations étaient exactes. Le type lui dit de ne pas s'inquiéter. Il est sûr que ce qu'il y a derrière ces rochers en vaudra la peine. Mais si ce n'est pas le cas, ils sont tous foutus pour avoir perdu leur temps dans ce trou à rats. Pendant qu'il démolit les rochers, les garçons pensent qu'il est vraiment idiot, risquant sa vie, se faisant intimider juste pour quelques pièces de monnaie. Mais bon, c'est comme ça le travail. Même le travail de construction est pareil. Alors tant pis. Il continue de frapper. Encore une journée ennuyeuse, plus de fracas, plus de coups de pioche jusqu'à ce que finalement l'endroit s'ouvre. Derrière les minéraux qu'il a dégagés, il y avait un donjon caché. Tout le monde est sous le choc. Il se réjouit, disant qu'il est impossible qu'ils aient trouvé quelque chose d'aussi secret. Habituellement, les donjons cachés sont remplis de récompenses spéciales et peuvent même débloquer des classes secrètes. Ensemble, ils viennent de trouver la porte d'or. Catherine Lee, la petite traîtresse, demande « Et qu'est-ce que tu veux dire, nous ?» Et à ce moment-là, le type avec le fouet se faufile derrière lui pendant que notre garçon sourit encore, pensant que sa vie est sur le point de changer. Mais boum, le mode péché est activé. Il prend un coup si fort, qu'il perd 480 PV et ne peut même plus respirer. Catherine commente que c'est un peu fou qu'ils aient besoin d'un mineur de déchets comme lui pour trouver cet endroit caché, mais, bon, ça a marché. Elle lui dit de ne pas les détester, mais, malheureusement, puisqu'ils ont fait tous les combats et qu'il n'a fait que casser des rochers, il ne pourra conserver aucune des récompenses. À ce moment-là, le protagoniste réalise qu'il connaissait le donjon caché depuis le début. Ils ont prévu de le tuer depuis le début. L'autre type l'attrape par les cheveux et dit, bien sûr, qu'il savait, comme s'ils allaient perdre du temps avec des déchets comme lui s'il n'était pas sûr à 100%. Et, ouais, on dirait qu'il s'est fait frapper à nouveau. Son corps vole dans les airs, tournoyant comme une poupée de chiffon. Un peu plus tard, il ouvre les yeux, confus. Pourquoi est-il toujours dans le donjon? La dernière chose dont il se souvient, c'est que ce bâtard l'a tué, ou peut-être simplement assommé. Était-il vraiment plus décent qu'il ne le pensait? Pas du tout. C'était le cristal de guérison avancé. Il a restauré ses PV à fond quand ils ont atteint 0. Le problème, c'est que l'objet se brise après utilisation. Alors à ce moment-là, les 300 000 qu'il allait gagner, envolés. Il frappe le sol en criant, pour comprendre où est passé son argent. Mais ensuite, il remarque, à ce moment précis, que la porte secrète est toujours ouverte, ce qui signifie que le donjon n'est pas encore terminé, et il est hors de question qu'il sorte de là après que ces salauds lui aient fait perdre son cristal. Il sait qu'il ne pourra pas finir le donjon lui-même, mais bon sang, il fera tout ce qu'il peut pour les faire chier aussi. Il ferait mieux d'être prêt car le cauchemar arrive. Notre garçon plonge, mais il s'avère que c'est un escalier, et il tombe, perdant 80 PV. Au moins, il est arrivé à l'intérieur à temps, et oui, aucun doute là-dessus. C'est le donjon secret. Devant lui se dresse le sanctuaire gobelin, et il veut savoir pourquoi diable ce petit monstre suffisant est assis sur ce trône avec ce sourire arrogant. Pourtant, il est assez sûr. Si c'est un donjon gobelin, ce ne sera probablement rien de trop grave. Il pensait que quelque chose de secret serait bien plus difficile que ça. Alors comment est-il censé embêter ces types s'ils ne font que gérer des choses faciles? Mais quelque chose cloche, c'est un peu trop calme. Alors où sont tous les autres? De nulle part, il trébuche sur quelque chose, et quand il regarde en bas, c'est le nain, couvert de sang. Le pauvre type ne s'était pas déconnecté, et il demande toujours si notre garçon a une compétence de résurrection.
Ce serait vraiment généreux de sa part. Notre gars remarque que le type maintient le bouton de déconnexion enfoncé, essayant probablement de camper le point d'apparition dans l'espoir de marquer des récompenses. Vraiment un petit nain avide. À ce moment-là, le système lance un avertissement. Ce donjon est d'un niveau extrêmement élevé, bien au-delà de ses capacités. Il devrait partir immédiatement. Son expression change. Et puis il entend un cri. Cela semble familier. Il tourne la tête et voit le type au fouet se faire enlever par quelque chose qui ressemble tout droit à l'attaque des titans, et Catherine Lee. Elle est sous le pied du monstre, une créature de niveau 80 nommée JG. Tout leur groupe est autour du niveau 30, il est donc absolument impossible qu'ils affrontent quelque chose comme ça. Et puis, il ne le mord pas seulement. La chose fait tourner sa bouche et déchire avec ses dents. Notre garçon écoute juste le son, complètement horrifié. Et voici la partie tragique. Beaucoup de jeux essaient d'ajouter du réalisme, mais Gate of the Heavens est allé bien au-delà. Ils ont mis en œuvre des systèmes sensoriels complets, et, oui, cela inclut la douleur. Il existe des protocoles de sécurité lorsque les monstres infligent des dégâts, bien sûr. Mais c'est une toute autre histoire lorsque les créatures sont des dizaines de niveaux au-dessus de vous. Elle implore de l'aide. Il lui dit juste d'aller se faire foutre. Qu'est-ce qu'il est censé faire contre un monstre de niveau 80? Le pire dans ce système de douleur, c'est que si un traumatisme frappe votre cerveau, il ne disparaît pas même après la résurrection de votre personnage. Et dans les cas extrêmes, cela peut même conduire à la mort cérébrale. Ils appellent ça la retraite forcée. Maintenant, il s'en va tranquillement, murmurant qu'il ne veut rien avoir à faire avec ça. Ce n'était pas de sa faute, et il est hors de question qu'il essaie d'être un héros. Ces salauds l'ont appelé. Ils peuvent mourir là aussi. Il s'en va tout cool, disant que ce qui compte vraiment pour lui, c'est de survivre, même si c'est seul. Mais ensuite, un message apparaît au-dessus. Le Seigneur Gobelin a détecté une affinité inhabituelle avec vos QRK et votre faiblesse. Maintenant, il pleure, le nez qui coule, essayant de comprendre quel genre de bêtise maudite c'est, Seigneur Gobelin. Il regarde la statue et crie, « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de m'appeler faible et lâche ?» Comme si, bordel, il voulait être comme ça. Il n'a pas choisi d'être impuissant. S'il avait ne serait-ce qu'un peu de force, il n'essaierait pas de s'enfuir. Et juste comme ça, Catherine Lee se fait écraser. Notre gars rêvait de travailler dans un endroit où les gens ne le mépriseraient pas. Il voulait combattre des monstres, pas passer ses journées à extraire des roches comme dans un putain de Minecraft. Il semble que ses proches ont disparu et l'ont laissé avec une montagne de dettes, et depuis, il n'a pas obtenu une seule putain de chose qu'il voulait dans cette vie. L'air complètement détruit, il dit que ce putain de gobelin ne devrait pas l'insulter. Il n'a rien fait de mal. Qui diable ce petit gobelin suffisant pense-t-il être pour le juger depuis ce trône? Il en a marre. Il est humilié dans la vraie vie. Il est humilié dans le jeu. Maintenant, même ce patron de merde se moque de lui. Très bien. Il vit déjà comme un gobelin. Alors, tant pis. C'est bien ça? Un message apparaît. Vous deviendrez un gobelin honoraire. Un gobelin vous aidera à tout moment. Il venait de remplir les conditions pour débloquer une classe secrète. Le système veut savoir. Veut-il devenir un invocateur de gobelins? Encore le nez qui coule et confus, il se dit, attends. Quoi? Une classe secrète? Il n'acceptera jamais une classe de gobelins maudite. C'est littéralement la chose qu'il déteste le plus. Mais le système s'en fiche. Il dit juste que sa classe a changé. Félicitations. Avant même qu'il puisse se plaindre, cette bête géante de niveau 80 de tout alors rampait déjà derrière lui. Maintenant, il était trop tard. Impossible de s'enfuir maintenant. Sans meilleure option, il décide que puisqu'ils lui ont donné quelque chose, il pourrait aussi bien l'utiliser. Immédiatement, il active l'invocation de gobelin. Il espère juste, s'il vous plaît, par amour pour tout, qu'il n'apparaisse pas avec un effet flashy exagéré. Et puis il apparaît, ce gobelin vert au gros nez tenant un petit marteau, comme notre garçon s'y attendait, laid, faible et d'apparence pathétique, parfait pour être jeté comme une distraction afin qu'il puisse s'échapper. Il dit à son charmant gobelin de charger et d'éliminer ce monstre. La bête de niveau 80 se jette à l'attaque, et notre garçon se retourne déjà, disant qu'il est temps de courir. Mais ensuite, le gobelin inflige 999 999 999 dégâts, plus d'autres 9 en plus, et fait tomber le monstre instantanément. La tête qu'il fait quand il réalise qu'il n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Le XP explose à l'écran, et soudain, c'est un spanfiste de niveau. Il apprend même de nouvelles compétences. Nourrir le gobelin et voyager avec le gobelin. Le XP du monstre est partagé, le petit bonhomme vert se gratte la tête tout en montant de niveau sans arrêt. Notre garçon est complètement paniqué. Comment diable cette chose verte et laide a-t-elle réussi à tuer ce monstre? L'expression de son visage en dit long. Ce petit monstre est apparemment arrivé au niveau maximum. Coupé au monde réel. Quand ce type s'est fait mordre et que la fille s'est fait piétiner, elle se réveille soudain en hurlant dans sa chambre. Un type en costume accourt pour aider et lui arrache son casque, mais il est trop tard. Ce genre de choc, on ne s'en remet pas. C'est ce qu'ils appellent la retraite forcée. De retour dans le donjon, les gobelins distribuent 999 à gauche et à droite. Notre garçon monte de niveau comme un fou pendant que la menace verte avance. Gros nez casse tout ce qui est en vue, et notre protagoniste lui crie de se calmer. À ce rythme,
il ne pourra pas ramasser tous ces jolis petits avirons. Regardez le nom de ce gremlin, c'est Kim Chulso. Ouais. C'est pourquoi je n'arrêtais pas de l'appeler le protagoniste, mon garçon, notre garçon. Et maintenant, le gars a déjà atteint le niveau 31. Il commente que le donjon a été marqué comme terminé au moment où son gobelin a éliminé ce monstre de niveau 80. Mais bizarrement, puisque tout son groupe est mort, la seule façon pour lui de partir est de mourir aussi. On dirait que le donjon a bugué d'une manière ou d'une autre. Au moins, le gars vert en profite au maximum, non seulement en tuant tout, mais en minant tout aussi. Alors que le gobelin n'a pas gagné un seul niveau, notre garçon est déjà au niveau 31. La seule chose étrange, aucune information n'apparaît sur cette invocation. Mais allez, après tout ce que cette chose vient de faire, il est impossible qu'elle soit de bas niveau. Debout là, sac à dos sur le dos, il se dit que ce doit être un bug. Et si c'est un bug, alors putain. Il ferait mieux de farmer autant que possible avant que quelqu'un ne le corrige. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est la véritable porte des cieux. Ensuite, la scène se déplace vers une banque. Quelqu'un appelle, numéro 36, et dit à notre protagoniste qu'il reçoit un total de 97 000. Veut savoir s'ils peuvent le transférer sur son compte. Il dit, ouais. Il s'avère que le jeu est tellement grand maintenant que vous pouvez littéralement entrer dans une banque et vendre des objets au personnel. Mais il lui dit qu'il veut envoyer l'argent sur un autre compte et qu'il a aussi quelques objets de plus à vendre. Il mentionne avec désinvolture qu'il vend une membrane dans le cœur d'un Geiger, ce monstre de niveau 80. La femme panique, jette un coup d'œil à l'info et s'enfuit carrément, le laissant se gratter le nez, confus de la raison pour laquelle elle l'abandonne comme ça. Un autre type arrive en offrant du thé, lui demandant s'il s'amuse. Ce mec, c'est Nar, le directeur de la banque. Notre protagoniste dit que le thé est glacé, et le type s'excuse en disant qu'il a oublié de le faire bouillir. Mais tout ce que notre garçon veut savoir, c'est qui est ce directeur et ce qu'il veut. Il est seulement ici pour échanger des objets contre de l'argent. C'est tout. Mais le chauve dit qu'il croit qu'il y a de meilleurs endroits pour lui de placer son argent, et il pense que notre protagoniste pourrait gagner beaucoup plus. Laisser tout cela sur un compte bancaire normal serait un gaspillage. C'est pourquoi il est ici, pour offrir des opportunités d'investissement. Notre garçon dit qu'il comprend. Gagner de l'argent est important pour tout le monde. Mais le directeur n'avait vraiment pas besoin de se présenter en personne pour lui présenter des trucs. Je veux dire, allez. Il se dit qu'il a probablement fait, quoi, peut-être 1 million au maximum. Le chauve à son crédit est honnête. Il lui dit, ouais, non. Il semble que vous n'ayez aucune idée de la valeur réelle des trucs que vous avez apportés. Il s'avère que le cœur et les membranes d'un Geiger se vendent actuellement 220 millions. Notre garçon lève carrément le gobelin en l'air et crie, 10%. Cela ne couvrait que 10% de ma dette. Mon Dieu, ce gamin doit une Corée entière aux Coréens. Impossible que ce soit normal. Comment diable 10% valent-ils 220 millions? Il essaie de dire que le gobelin est adorable. D'accord, pas si adorable. Soyons honnêtes. Mais tu ne peux pas vendre un truc comme ça et faire comme si de rien n'était. Le pire, c'est qu'il se balade en ville avec ce petit monstre bizarre qui fuit des rampes, et pour une raison quelconque, il ne peut pas l'annuler. Naturellement, tout le monde regarde, chuchote, genre, pourquoi y a-t-il un gobelin qui se promène dans la ville? Qu'est-ce qui se passe? Mais, au moins maintenant, il n'est plus la chose la plus laide qui se promène. C'est une victoire. Le gobelin, cependant, continue de crier jusqu'à ce qu'il se fiche soudainement. Quelqu'un dit, c'est quoi ce bordel? C'est un gars aux cheveux roux avec une épée sur le dos, qui demande pourquoi il y a un monstre dans les rues de la ville. Apparemment, le nom du gars est Patton. Le NL plus tard. Immédiatement, notre garçon sait que ce type doit être fort, mais se demande aussi, qui diable lui a donné ce titre? Quelqu'un intervient et dit, ah, il se l'est donné lui-même. C'est tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Ce type n'est certainement pas tout là. Notre protagoniste essaie d'expliquer que le type vert n'est pas vraiment un monstre, mais Patton se précipite et balance quand même, pour se faire exploser directement au visage avec un 99 999 et s'écrase contre un mur, inconscient. Tout le monde regarde? Ouais, ils ont tous vu ça. L'annihilateur vient de se faire annihiler. Maintenant, notre garçon panique parce que si les gens découvrent qu'il a invoqué ce gobelin, toute la ville va lui tomber dessus. Soudain, un type aux cheveux bleus apparaît, disant que Patton se ridiculise encore comme d'habitude. Il ajoute que le gobelin ne vaut même pas la peine d'être combattu. Aussi, attendez, qui est cet archer avec la visée parfaite? Notre protagoniste réalise rapidement que la situation dégénère. Son gobelin est officiellement devenu l'ennemi public numéro 1. Il essaie de les calmer, disant qu'il va s'occuper de la créature lui-même. Mais Eunuque, le type aux cheveux bleus, veut savoir qui il est et pourquoi il interfère. Notre gars continue de les supplier, leur disant de ne pas s'en prendre aux gobelins tous ensemble. Je veux dire, à quel point serait-il pathétique qu'une équipe entière s'en prenne à quelque chose d'aussi simple? Mais, bien sûr, les gobelins en avaient juste assez. Il attrape une pierre et la lance directement sur l'un des coéquipiers d'Unique. 999, mort instantanée. Au revoir. Et maintenant, le gobelin et notre garçon s'enfuient en courant. Ils ne peuvent plus rester ici.
Il pensait qu'avoir un gobelin de niveau maximum signifierait un avenir radieux. Il s'avère que les choses ne vont pas être si faciles. Il court à travers la ville jusqu'à ce qu'un vieil homme ouvre une porte, lui dise d'entrer et dise qu'il expliquera tout plus tard. Notre garçon entre, mais attendez. Ce type a le titre de l'illusionniste. Donc, maintenant, il ne sait pas si ce type est sur le point de lui poignarder dans le dos ou quoi. Ensuite, un message système apparaît. Le seigneur Gobelin est impressionné que vous ayez distrait vos ennemis pour que votre gobelin puisse porter un coup. Pour vos tactiques astucieuses, vous avez gagné des points de gobelin. Il se souvient comment ce fichu seigneur l'a traité de faible, vulgaire et sans valeur la première fois qu'ils se sont rencontrés, et maintenant il l'appelle un illusionniste. Tout d'abord, il n'a rien fait de mal. Alors pourquoi diable vit-il comme ça? Pourquoi tout le monde l'insultait-il, même ce fichu gobelin? Tout a commencé lorsque ces bâtards l'ont ajouté à leur groupe, l'ont trahi et l'ont laissé derrière lui pour mourir. Alors maintenant, il appelle son gobelin, lui dit d'écouter. Il en a assez d'être humilié. Il en a assez d'être traité de faible. À partir de maintenant, ils vont détruire la guilde de ce type ensemble. Et honnêtement, il est bien plus laid que le gobelin aussi. Pendant ce temps, sur les toits, cette nana blonde se balance d'un côté à l'autre, demandant si Eumuk a vraiment besoin de venir juste pour tuer ce gamin et son gobelin. Il lui dit de ne pas baisser sa garde. Patton était peut-être le plus faible d'entre eux, mais il s'est quand même fait éliminer d'un seul coup. Il y a définitivement quelque chose d'étrange avec ce gobelin. À ce moment-là, ils entendent un cri. Le type qui a essayé de se faufiler sur notre garçon plutôt tombe soudainement mort juste à côté d'eux. Avant que Yunio ne puisse dire quoi que ce soit, le gobelin est déjà à ses côtés. Il a réussi à réagir après tout et est parti à l'attaque, mais il semble que la frappe n'ait infligé aucun dégât. C'est alors qu'il se souvient que son ami s'est fait frapper avec 99 999, et maintenant il en est sûr. Ce n'est pas une sorte de bug. Et maintenant, le gobelin se rapproche et il sait que s'il se fait frapper, c'en est fini de lui. Mais Ji-in lâche une flèche rapide juste à temps et parvient à parer l'attaque. Elle lui crie d'arrêter de paniquer et de se faire tuer par un gobelin. Ce serait plus qu'embarrassant. Yumeo pense en lui-même, bien sûr, ce serait. Tout le monde sait que les gobelins sont des créatures faibles. Alors comment cette petite chose stupide inflige-t-elle des millions de dégâts? Il ne sait pas quel genre de tour ce gamin a joué, mais il active une compétence appelée colère extrême. Cela le rend 90% plus lent, mais garantit que chaque attaque atterrira comme un coup critique. Ji-in demande pourquoi il va aussi loin. Ce n'est qu'un gobelin. Il lui dit de se détendre. Ce n'est qu'une compétence passive, et elle ne coûte pas cher de toute façon. Ensuite, il change de style en sortant des dagues jumelles. Celui-ci augmente les dégâts mais réduit les chances de coups critiques. Il commence à préparer son combo, lui disant de se préparer. Elle est d'accord, mais dit qu'il devrait se dépêcher et en finir. Ils ne peuvent pas laisser les gens les voir utiliser autant de puissance de feu sur un gobelin. Elle tire une pluie de flèches pendant qu'il charge, entièrement amélioré et prêt. Il crie que le plaisir est terminé. Le gobelin est fini. Il porte un coup propre, et cela ne fait rien. 0 dégâts. Il se fige, confus. Le gobelin se tourne pour le regarder, et la prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il est projeté contre le mur avec la même force écrasante. Depuis l'ombre, notre protagoniste sort et demande qui a dit que cela serait fini en un seul coup. La fille blonde a l'air choquée, essayant de comprendre ce qu'est cette chose. Il lui dit simplement, c'est le gobelin qui l'a invoqué. Elle le regarde, stupéfaite, demandant comment un gobelin pourrait avoir ce genre de pouvoir. Yuyuk, soi-disant l'un des plus forts de la guilde Yvelting, s'avance. Il lui dit que ce ne sont pas ses affaires pour le moment. Ce qui compte, c'est qu'il est en colère. Elle demande ce qu'ils lui ont fait, et il répond que c'est de sa faute si elle est trop irrésistible. Elle le regarde, complètement déconcerté, et dit au pervers de reculer. Il minimise en disant que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il est fou parce qu'ils l'ont attaqué en premier, et maintenant elle va en payer le prix. Elle appelle à l'aide en criant, le traitant de pervers. Il réalise rapidement que cette situation prend la pire tournure possible. Il se tourne vers le gobelin et lui dit de la faire taire. Mais à ce moment-là, quelques aventuriers au bout de la rue demandent si quelqu'un d'autre entend des cris. L'un d'eux pointe du doigt et le reconnaît. Et, c'est pas le type de tout à l'heure? Celui avec le gobelin. Notre garçon regarde autour de lui et réalise que tout le monde regarde. Il est temps de partir d'ici. Mais le problème, c'est qu'au lieu de la faire taire proprement, le gobelin se contente de rester là maladroitement, lui couvrant la bouche. Toute la scène a l'air terrible. Les gens commencent immédiatement à crier que le gamin utilise son gobelin pour tuer des membres de la guilde Evelten, et maintenant il essaie d'attaquer une fille sans défense. Il se tient là, le visage complètement vide, sachant déjà que c'est mauvais, très mauvais, et son nom n'a déjà pas l'air terrible sur ce serveur. Il dit au gobelin d'arrêter et de laisser partir la fille. Étrangement, la foule ne semble pas comprendre que c'est lui qui a invoqué le gobelin. Il pense en fait qu'il la protège, en affrontant courageusement la créature qui a anéanti la moitié d'une guilde. Le gobelin recule, la blonde est laissée là en sanglotant. Juste à côté de notre protagoniste qui réalise déjà que sa vie est finie. Impossible qu'il s'en sorte indemne. Les gens en bas commencent à l'acclamer, lui disant de ne pas abandonner maintenant. Ils disent qu'il est le seul à pouvoir la sauver, et qu'il doit continuer à se battre courageusement.
Le protagoniste essaie de comprendre pourquoi tout le monde l'acclame soudainement. C'est là qu'il comprend. Ces gens ne réalisaient pas que c'était lui qui avait invoqué le gobelin. Lorsque le gobelin a tué le premier gars, il s'est avancé et a dit qu'il s'occuperait de la créature et que personne n'avait à s'inquiéter. Puis, lorsque la blonde a été en danger, il est intervenu à nouveau, disant que tout était fini maintenant. À leurs yeux, c'était un héros, risquant sa vie pour sauver une femme, ou mieux encore, la sauvant d'un monstre, qui dans ce cas était le petit bonhomme vert. Le seul défaut de cette image héroïque, cette blonde, et il pense qu'il est hors de question qu'elle veuille mourir dans l'agonie comme ses camarades de guilde. Alors elle ferait mieux de rester très silencieuse à propos de lui et de ce gobelin. Elle hoche simplement la tête et promet qu'elle ne le dira à personne. Alors notre garçon interpelle le gobelin et dit combien il est audacieux d'envahir cette ville paisible alors qu'il n'est qu'un monstre insignifiant. Il dit que la souffrance qu'il a causée prend fin maintenant. À ce moment-là, il active la compétence de marche du gobelin. Une chaîne lumineuse apparaît et tire le gobelin au niveau du sol. Il s'écrase sur le sol, et notre protagoniste commence immédiatement à courir, traînant le gobelin avec lui. Tous les spectateurs sont stupéfaits. Quel genre de compétence était-ce? Une chaîne qui pourrait retenir une créature qui avait massacré des joueurs de haut niveau. Mais en réalité, la compétence ne fait rien d'extraordinaire. Elle lui permet littéralement de se promener avec un gobelin, rien d'autre. La seule chose qu'elle fait réellement, c'est améliorer l'humeur du gobelin. Il est un peu plus heureux quand elle est active. La blonde regarde d'en haut, et les autres supposent que pour qu'il puisse gérer une créature aussi forte, il doit être au moins au niveau 50. Armois c'est qu'il ne peut pas vraiment faire semblant de tuer le gobelin, alors il change de tactique. Il utilise la compétence de nourrir le gobelin, jette sa saucisse au loin et dit au gobelin d'aller la chercher. Puis il crie aux habitants de fermer les portes. Avec le gobelin enfermé à l'extérieur, tout le monde à l'intérieur hésite, ne sachant pas si c'est enfin fini. Mais il s'essuie le front, se tourne vers eux et demande si tout le monde dans la ville est en sécurité maintenant. Les habitants l'acclament, et il se détend enfin. Problème numéro 1, réglé. Puis elle apparaît, la blonde, lui disant que tous ses camarades de guilde ont été tués et ont réapparu dans la zone de départ. Elle est la seule à connaître son lien avec ce gobelin. Il jette un coup d'œil en arrière vers elle, et elle lui lance ce regard doux et sincère, réaffirmant qu'elle ne dira pas un mot. Mais il ne cherche pas à prendre de risques. Il l'avertit. Dans la zone de réapparition, tout le monde a des vies infinies et est protégé des joueurs et des monstres. Mais au moment où tu trahis Mei, c'est le seul endroit où tu pourras vivre, car je te tuerai où que tu ailles. Elle pleure déjà, réaffirmant qu'elle ne fera rien. Et avec ça, il est de retour chez lui en se disant, ce n'est pas exactement ce qu'il avait en tête. Il regarde ce dessin ridicule de gobelin et murmure qu'être récompensé par une belle chambre pour avoir fait quelque chose de bien le rend en quelque sorte fier de ses talents. Repensant à cette fille de tout à l'heure, il soupire et dit que c'est dommage qu'il n'ait pas eu le pouvoir de la sauver. Elle était, selon ses mots, plutôt canonne. Il se lève, se souvenant qu'il a gagné ce point de gobelin plus tôt. Je vais commencer à l'appeler par le nom que ce système utilise, Skim, puisque clairement personne ne s'est jamais donné la peine de l'appeler par son vrai nom de toute façon. Il se dit que ce point doit fonctionner comme un point de classe, et quand il vérifie, il voit une boutique de compétences de gobelins ouverte. Toutes les capacités sont verrouillées sauf une. Alors il l'achète. Au moment où il l'utilise, le gobelin apparaît juste devant son visage et lui donne un coup de tête avec ce nez géant. C'est là qu'il réalise que cette première compétence est plus un rappel d'invocation. Elle n'invoque pas exactement le gobelin à partir de rien, elle le rapproche simplement quand il est loin. Le problème maintenant, le gobelin était censé être à l'extérieur de la ville, pas assis dans sa chambre. Les gens à l'extérieur commencent à frapper à la porte, demandant s'il va bien. Il leur dit qu'il va bien. Pas besoin de s'inquiéter. Puis il se tourne vers le gobelin et dit, « Calme-toi, range cette arme, et ne frappe personne. » Quelque temps plus tard, notre garçon dit que le gobelin n'a pas vraiment fait quelque chose de mal. Tout le monde l'a traité comme un déchet, l'attaquant sans raison. La vérité est que les deux, ils sont exactement les mêmes. Mais pourquoi diable dort-il tout câliné avec son gobelin? Quel genre de situation maudite est-ce? Il murmure que ce monde est vraiment plein de gens pires que n'importe quel monstre. Puis la scène coupe à un pub. Quelqu'un salue le bâtard d'hier, et quand notre protagoniste entre, tout le monde l'accueille comme un héros, celui qui a sauvé des membres de la guilde Evelton. Yunuk lui dit qu'il n'y avait aucune raison d'aider, surtout après qu'il ait clairement indiqué qu'ils étaient des ennemis, mais il est toujours reconnaissant. Le gars à capuche derrière dit à la blonde de se calmer. Il ne pense pas que le gamin ait jamais eu l'intention de se battre, mais elle tremble, terrifiée que le gobelin puisse apparaître à tout moment. Skim dit alors que, comme ils l'ont probablement compris, il les a aidés même après qu'il l'ait ignoré parce qu'il a besoin de quelque chose. Le gars à la capuche répond que peu importe ce qu'il veut, il devrait aller de l'avant et demander. Ils ne peuvent pas simplement laisser passer un geste comme celui-là de quelqu'un qui a sauvé l'un des leurs. Skim explique que peu importe combien il cultive, il ne peut plus monter de niveau dans la zone des débutants. Il a dépassé le niveau 30. Il se dirige vers la zone suivante, et il a besoin de leur aide. Yuniev demande s'il parle de Florindle. Il connaît quelqu'un de parfait pour ça. Juste à ce moment-là, un vieil homme à la table à côté d'eux intervient, disant qu'il est cette personne,
et le regard sur le visage de Skim en dit long. C'est le même gars qui l'a poignardé dans le dos. Le gars essaie de cacher son badge pour que Skim ne le lise pas, mais Skim le sait déjà et exige de savoir ce qu'il fait ici. Le vieil homme essaie de calmer le jeu, disant que tout cela était un malentendu. Maintenant qu'il a entendu dire que Skim a soi-disant vaincu ce gobelin seul, il est sûr qu'il est beaucoup plus fort qu'il ne le pensait. Peut-être même plus fort que tous les autres dans cette pièce. La plupart d'entre eux sont niveau 28, mais il y a un gars dans le coin. Skim est sûr que si ce gars l'attaquait, il ne survivrait pas. Le vieil homme commence à expliquer que dans les zones pour débutants comme celle-ci, il y a 5 donjons, comme la zone herbeuse avec des slimes, les mines, une forêt, et ainsi de suite. Des endroits où les joueurs peuvent aller farmer et monter de niveau. Mais s'il veut quitter la région de l'Ève, il doit terminer un donjon de raid. Contrairement aux donjons ouverts, les donjons de raid ont des portes chronométrées. Ils ne s'ouvrent et ne se ferment qu'à des heures spécifiques. De plus, ils ont une limite au nombre de personnes qui peuvent entrer et un nombre limité de tentatives. Comme ils sont le défi final avant de passer à la région suivante, la plupart des gens préfèrent farmer et atteindre le niveau maximum avant d'entrer. Uniek se lève et explique que le donjon de l'Èvre n'ouvre qu'une fois par mois, et c'est pourquoi ils se réunissaient tous au pub la veille. Skim demande si cela signifie ce qu'il pense, et le gars confirme. Ce foutu gobelin a complètement ruiné leur plan, et maintenant ils sont tous coincés à l'Èvre pour le mois prochain. Tout le monde se tourne pour regarder Skim avec colère. S'ils sont coincés, lui aussi. Il a gagné plus de 200 000 $ grâce à ce monstre de niveau 80. Son gobelin est facilement l'une des choses les plus fortes du jeu, mais il est piégé ici à ne rien faire. Skim attrape Yunyuk et lui dit d'arrêter de déconner. Il doit y avoir un moyen de sortir. Il ne peut pas se permettre de perdre son temps précieux. Mais Yunyuk hausse simplement les épaules et dit que tout le monde est déjà agacé qu'il perde du temps, et qu'en plus, il a payé sa dette en donnant à Skim ce seul conseil. Alors c'est tout. Il est sorti. Les autres partent, un par un. La fille blonde s'attarde un instant en jetant un coup d'œil à Skim, puis s'éloigne, les hanches se balançant. Alors que tout le monde s'en va, devinez qui est toujours là? Le gobelin, qui se contente de regarder. Skim le regarde en retour. Qu'est-ce qui t'arrive? Gros nez. Soudain, le gobelin semble confus, comme s'il sentait quelque chose venant de la forêt. Et juste comme ça, un portail de boss de raid s'ouvre de nulle part. Un message système est envoyé à tout le monde, et personne n'a la moindre idée de comment cela est possible. Yunyuk et Skim ont exactement la même pensée. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, je pense que c'est la série avec les chapitres les plus longs que j'ai jamais vus. Je n'en ai lu que 4 jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est que ça? Patton, la rousse, est effrayé que la chose se soit réellement manifestée en une seule journée. Maintenant, tout le monde est rassemblé devant le portail, et Unisec veut savoir combien de personnes sont déjà entrées. Le vieil homme louche dit personne. C'est parce que tous ceux qui pouvaient entrer sont déjà passés hier. C'est à la fois une bonne et une mauvaise chose parce que cela signifie qu'ils seront les seuls à le traverser maintenant. Juste à ce moment-là, notre garçon arrive, disant qu'il le savait. Ils lui ont menti. Ils lui ont tous dit qu'il devrait attendre un mois juste pour le trahir et l'abandonner. Il admet qu'il a été idiot de faire confiance à des gens aussi détraqués que lui, surtout après tout ce qu'il a vécu. La blonde panique, insistant sur le fait qu'ils n'ont pas menti. C'est vraiment comme ça que les choses se passent habituellement. C'est juste que cette fois, quelque chose était différent. Il avait l'air prêt à se battre, mais Uniev dit juste, ouais, quelque chose a changé. Puis il demande, alors tu viens ou pas? Skim dit, bien sûr, il vient. Genre, comment il va juste rester assis pendant qu'ils s'en vont avec tout le butin? Unir le remercie, mais dit qu'il y a quelque chose qu'il doit expliquer en premier. Selon les informations qu'ils ont obtenues, ils affronteront le boss de raid connu sous le nom de Révérend. Cela signifie que dès qu'ils entreront, ils se retrouveront face à face avec lui. Tout le monde est toujours assez confiant, car c'est un boss légèrement en dessous de leur niveau actuel. Alors peut-être qu'ils ont ça. Patton dit que leur chef de guilde n'est peut-être pas là, mais le reste d'entre eux est plus que suffisant. Ils sautent tous ensemble, disant que ce sera fini dans 10 secondes. Yumiek s'avance et appelle le reste de la guilde à suivre. Skim se tourne vers le gobelin caché derrière une caisse et lui dit de rester caché. Ce serait un vrai problème si les gens découvraient qu'ils travaillaient ensemble. Mais pas de souci. Cette fois, il garde les yeux ouverts. Il ne sera plus trahi comme il l'a été par cette autre fille. Oh, et regardez ça. Il a déjà acheté un autre cristal de guérison avancé. Assez joué. Il sprinte à travers le portail et entre dans le donjon. Dès qu'il entre, il se retrouve face à face avec un boss d'acier massif de niveau 40, et tout le monde court dans tous les sens en panique totale. Quelque chose cloche. Ce n'est pas ce dans quoi ils étaient censés entrer. Yunyok se tourne et exige que le vieil homme explique ce qui se passe. Le gars prétend qu'il n'a aucune idée de pourquoi les choses ont changé. J. m'appelle Kim Chulso, ouais, nous apprenons enfin le vrai nom de notre garçon, et lui dit de courir vers la sortie. Mais il se tourne et demande si elle plaisante. Pourquoi tout le monde essaie-t-il de s'échapper d'un donjon secret? Ne savent-ils pas le genre de récompense qu'un endroit comme celui-ci offre? Les autres disent, ouais, ils savent. Mais le boss est niveau 40. Il n'y a aucune chance qu'il survive. Notre garçon leur dit à tous de se calmer. Ce n'est qu'une différence de 10 niveaux. Ce n'est rien.
Personne ne sera forcé à la retraite juste à cause d'un écart comme celui-là. Dans le pire des cas, ils cracheront un peu de sang et se réveilleront quelques jours plus tard, tous amochés. Le risque en vaut totalement la peine. Mais clairement, personne n'est d'accord. Il court déjà vers la sortie. Skim ne perd pas de temps. Il active la compétence de ralliement pour attirer le gobelin dans le donjon avec lui, mais rien ne se passe. Pour une raison quelconque, cela ne fonctionne pas, et le boss charge droit sur lui. Il continue d'appeler le gobelin, paniqué. Puis, soudain, il est touché par 4800 dégâts et tombe. Patton est abasourdi, se demandant comment cet idiot a pu vaincre ce gobelin. Unia admet qu'il n'en a aucune idée non plus. Mais pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est que les portails se sont fermés, ce qui est bizarre. Normalement, seules les portes de raid se ferment aussi rapidement. Le vieil homme prend la parole, disant que tout le monde a sous-estimé la situation. Un raid, aussi improbable soit-il, peut aussi devenir un donjon secret, ce qui signifie qu'il ne se battait pas contre un boss de raid normal. Il se battait contre le boss d'un donjon de raid secret. Et maintenant, ils n'ont pas d'autre choix que de se battre. Kim, qui est inconscient, commence à cracher du sang. Ce jeu est brutal. La douleur de mourir face à un boss de 10 niveaux supérieurs au sien était bien pire que ce qu'il avait imaginé. Et pour aggraver les choses, il a complètement oublié de dépenser ses points de statut. Il avait juste supposé que le gobelin s'occuperait de tout. Le problème, c'est qu'il ne peut pas invoquer le gobelin car le portail s'est fermé. Il n'arrive pas à croire qu'il va manquer une occasion aussi incroyable d'engranger toutes ses récompenses. Eunuque, en revanche, est excité. Il appelle tout le monde et leur dit qu'il est temps de commencer la chasse. Kim se tient à proximité, observant et écoutant tout en silence. Puis GM lance un buff sur tout le monde, augmentant leur vitesse de manière générale. Le vieil homme est à l'écart, disant à tout le monde de maintenir la séquence d'attaque et d'essayer de déterminer les faiblesses du boss. Avec les buffs qu'il recevait de GM, il était impossible qu'il perde. Le protagoniste se demande pourquoi ce type ne se tait pas et ne se bat pas au lieu de rester là à faire des discours. Deux des membres de l'avant-garde sautent sur la jambe du boss et se lancent vers sa tête. Yomi F utilise une compétence appelée taillade d'ombre, et Patton enchaîne avec sa coupe en chaîne. Ils expliquent que chaque monstre a au moins un point faible, et que coupe en chaîne frappe 16 points différents, il est donc pratiquement garanti de le trouver. Yoongi-han a demandé s'il l'avait trouvé, mais Patton répond que, malheureusement, tous ses coups ont infligé 0 dégâts. C'est alors que YO dit qu'il n'y a que deux explications possibles. Soit la défense est incroyablement élevée, soit avant qu'il puisse finir, le boss frappe avec un coup puissant, style Levi, et inflige 1800 dégâts directement sur la tête de YO Muk. Donc, oui, cela exclut la première option. Le boss a 28 000 PV. Pas si mal, honnêtement. Il suffit d'infliger quelques coups solides, et c'est tout. La deuxième explication est que le boss a une compétence passive appelée ND faible. Toute attaque qui inflige moins de 5% de ses PV totaux est complètement annulée. Patton marmonne qu'ils sont foutus. Yumuk est le seul assez fort pour franchir ce seuil de 5% contre le boss de niveau 40. Mais le vieil homme n'est pas d'accord. Il dit que Yumuk n'est pas le seul à avoir une compétence de haut niveau. Il y a quelqu'un d'autre qui peut déclencher un coup de grâce dans les bonnes conditions. C'est alors qu'elle s'avance, chargeant la flèche du porteur de mort. Elle sacrifie des PV pour attirer de l'énergie. Plus elle abandonne, plus un tir infligera de dégâts. Pat crie que si elle a besoin de temps, il lui en achètera. Il pousse un cri de guerre, narguant tous les monstres environnants. Dans son esprit, le boss de raid fonce droit sur lui. Et Kim pense, ce type est fou. Il devrait courir pour sauver sa peau et ne pas essayer d'encaisser cette chose. Le boss le frappe de plein fouet. Il encaisse 1000 dégâts, mais il l'a réellement tanké. Kim a envie d'applaudir, mais le vieil homme l'avertit de ne pas baisser sa garde. S'ils veulent que ce plan fonctionne, ils ne peuvent pas se permettre une seule erreur. Il s'avère que Patton avait utilisé une compétence de partage de dégâts, et le vieil homme a également encaissé un petit coup. Pourtant, Kim regarde ce groupe disparate et pense, ces types font vraiment du bon boulot. Il réalise qu'ils sont tous de bas niveau et qu'ils n'ont pas de classe secrète, et pourtant ils se débrouillent comme des pros. Yimi a l'air concentré, criant que pendant que les deux guerriers occupent le boss, lui et l'escouade d'assassins utiliseront la réduction de défense pour l'affaiblir. Kim commence à se demander comment un groupe de joueurs soi-disant moyens peuvent être aussi forts. Peut-être que c'est à quoi ressemble réellement le pouvoir d'une guilde. À ce rythme, ils vont vraiment tuer le boss. Et pendant ce temps, il est allongé là, mort, ne gagnant aucune récompense. Heureusement, il tient toujours ce cristal de guérison dans sa main. Patton tient bon quand soudain, le boss hésite une seconde. Patton demande ce qui se passe. Les monstres changent de cible, et regardez qui vient de se lever. Kim marmonne qu'il n'en peut plus de regarder ce groupe de losers se débattre. Il va intervenir puisqu'il est le joueur de plus haut niveau ici. Il a mis le temps, mais le protagoniste est officiellement entré dans le combat. Mais au moment où il dit ça, le boss déclenche une attaque de zone massive, anéantissant 4 membres du groupe instantanément. Tout le monde commence immédiatement à demander la même chose. Pourquoi diable ce type a-t-il mis autant de temps à se réveiller? L'escouade d'assassins qui aidait a été projetée à travers le champ de bataille. L'un d'eux atterrit juste devant Patton.
Patton hurle en exigeant de savoir comment ce bâtard a pu laisser ses coéquipiers se faire blesser comme ça. Le type chauve lui dit de rester calme et de garder sa concentration sur le monstre. Ce n'est pas le moment de perdre le contrôle, mais Patton a été imprudent. Il est allé directement pour son grand coup ultime. Tout ce qu'il a obtenu en retour, c'est un coup massif du boss qui a infligé 3800 dégâts, l'a projeté directement au sol, et a quand même laissé 2400 dégâts restants pour le vieil homme. Et avec ça, Patton était mort pour de bon. Le vieil homme crie que notre protagoniste a ruiné tout le plan, mais Skim lui rétorque qu'il n'y est pour rien. Uniac, cependant, explique que le cri de guerre de Patton a attiré l'attention du boss. Cette compétence force le monstre à cesser de cibler les soigneurs et les classes de soutien. Mais au moment où Kim est réapparu sur le champ de bataille, cela a réinitialisé l'aggro du boss, et maintenant le monstre a recommencé à cibler tout le monde. Les assassins à proximité n'ont même pas eu le temps de réagir. Pendant ce temps, JM est toujours en plein casting, essayant de comprendre quoi faire. Elle charge cette compétence depuis tout ce temps, mais elle est déjà à 46% de PV. YOUK lui dit de rester calme. Si elle tire trop tôt, ils perdront leur seule chance de victoire. Le problème, c'est qu'ils essayaient d'empiler des marques sur le point faible du boss, mais ils en avaient besoin de 5 et n'en ont eu que 3. Alors YOMINYOK décide qu'il s'en chargera. Il lui dit de ne pas annuler cette compétence quoi qu'il arrive. Elle est debout là, tenant à peine le coup, tirant l'arc en arrière pendant que sa santé se vide. Kim s'avance silencieusement à côté d'elle, se demandant comment il pourrait aider son ami. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, elle craque. Elle lui dit qu'il est inutile sans ce gobelin, alors il ferait mieux de ne rien faire, sinon il ne fera qu'empirer les choses. Et maintenant, il est juste là, complètement anéanti, essayant de comprendre pourquoi il est traité comme de la merde, juste parce qu'il n'a pas amené le gobelin. C'est de leur faute s'il n'a pas pu l'invoquer. Ce sont eux qui l'ont bloqué hors du portail. Il regarde le sol, grince des dents, pensant, comment diable est-ce lui qui est traité comme ça alors qu'il est leur seule vraie chance de gagner? Très bien. Si c'est ce qu'ils veulent, ils peuvent tous s'effondrer sans lui. Et comme lui l'avait prédit, le boss change de cible et commence à charger vers Jian alors qu'elle est toujours en train de lancer sa capacité. Il savait qu'il viserait l'archer en premier. Alors il frappe, infligeant 1920 points de dégâts en utilisant sa compétence de lame jumelle. Le boss continue de charger. Il percute un mur, se repousse et saute avec un autre coup, moins 1912. Il sait que s'il devient celui qui inflige le plus de dégâts, il attirera toute l'attention du boss. Et finalement, le boss se tourne. Maintenant, Kim est officiellement devenu la cible. Même si le boss n'a que 3 points faibles, cela devrait suffire à gagner du temps pour que la compétence de Jiun se déclenche. Il active l'évasion rapide, ce qui devrait le rendre immunisé contre les attaques physiques pendant 3 secondes, ou du moins c'est ce qui aurait dû se passer. Il s'avère qu'il n'avait pas assez de mana. Et juste à ce moment-là, il est touché en plein poitrine, sauf que YOMIOK se met en travers et tombe raide mort juste devant lui. Kim regarde, complètement abasourdi, puis se lance, criant que le soi-disant génie qui avait tout sous contrôle vient de mourir comme un idiot avec 0 mana. Kian, cependant, le blâme, disant qu'au moment où il a été réanimé, il a fait échouer tout le plan. Kim lance un regard noir et demande, « Attendez, vous êtes en train de dire que vous auriez gagné si j'étais resté mort ?» Et elle dit, « Probablement, ouais. 10 secondes de plus auraient peut-être suffi. » Il reste là, pensant, « J'étais si près d'aider, mais oubliez ça. Maintenant, j'espère qu'aucun d'entre eux n'obtiendra une seule récompense. » Le boss charge toujours vers eux, mais c'est Jiun qui l'a verrouillé. Elle dit finalement, « Ça suffit. » Elle en a marre que tout le monde se montre du doigt. Même si elle n'est pas complètement prête, elle n'a qu'une seule chance. Mais à côté d'elle, elle entend quelque chose de bizarre. Kim rigole tout seul. Elle se tourne, demande ce qu'il fait. Il sourit et dit, « Question rapide, tu ne peux pas bouger pendant que tu incantes ?» Maintenant, elle est complètement alarmée, demandant ce qu'il a en tête. Elle lui dit de rester loin d'elle, mais il est trop tard. Il jette ses jambes sur son épaule et se met à courir. Le boss frappe le sol, mais ils esquivent sur le côté juste à temps. Elle panique, demandant comment il est presque aussi rapide que Unique. Eh bien, évidemment. N'est-ce pas? Le type a déversé tous les points de statistiques qu'il a gagnés, 26 d'entre eux, dans l'agilité. Même un assassin décérébré n'aurait pas fait ça. Et la deuxième partie de son plan, travail 2. Parce qu'il a agi comme un crétin complet, a laissé tout le monde mourir et a ruiné toute la stratégie, il a gagné un point gobelin. C'est ainsi que fonctionne son talent. Il doit agir comme une menace totale pour gagner ses points. Maintenant, il la transporte sur son épaule comme si elle ne pesait rien. Il lui dit de tirer cette satanée flèche, mais elle dit qu'il est difficile de viser en se déplaçant à cette vitesse. Il lui dit qu'il s'en fiche. Elle a intérêt à ne pas rater parce qu'ils vont payer pour tout ce que tu as traversé. Cette douleur, ce cristal de guérison coûteux, quelqu'un va payer pour ça. Le gamin tourne autour du boss comme une satanée toupie. Le boss frappe sauvagement, attaquant dans toutes les directions. Mais sa compétence semble maintenant être complètement chargée. Elle est à 1% de ses PV. Il lui dit que c'est le moment. Termine-le. Au même moment, le boss active une compétence de zone étendue,
le brisement du monde, en voyant des débris voler partout. Maintenant, ils sont tous les deux foutus. Kim est sur le point d'être écrasée, et avec elle à 1%, même le plus petit caillou signifie la mort instantanée. Elle lui dit qu'elle ne peut pas avoir une vue dégagée, trop de débris sur le chemin, sa visée est mauvaise. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a des visions. Elle demande si cela fait partie d'un plan. Il dit non. C'est juste sa vie qui défile devant ses yeux parce que, ouais, ils sont définitivement sur le point de mourir. Mais juste à ce moment-là, une faille s'ouvre, et devinez qui arrive infligeant 999 à l'impact. Le premier instinct de Kim est de frapper le petit monstre pour être arrivé si tard, mais ensuite il réalise quelque chose de bizarre. Il est le seul à voir ça. Ji-yoon n'a pas du tout réagi. Alors il active le bouclier gobelin, jetant la menace verte directement dans le chaos pour tout encaisser. Le boss rugit, mais entre ses cuisses, le gobelin murmure, des mots si puissants pour quelqu'un sur le point de mourir. Dommage, vraiment. Mais maintenant, le trio était au complet. 22 524 points de dégâts. La flèche transperce la poitrine du boss. Il tombe au sol. Donjon secret, chambre du géant d'acier, terminé. Ji-yoon est sous le choc. Ils l'ont vraiment battu. Elle passe du niveau 27 au 31. Notre garçon, du 31 au 34. Mais étant le petit gobelin avide sous forme humaine qu'il est, il court immédiatement vers l'avant, désespéré de savoir quelle est la récompense cette fois. Bien que selon quelques commentaires en aparté, la vraie récompense était probablement d'être écrasé par ses cuisses. Scène suivante, Eunhyuk apparaît avec un message système indiquant que tous les alliés ont été réanimés après avoir terminé le donjon. Hyuk Fadem dit qu'il est vivant, mais il y a du sang dans sa bouche. Si ce boss avait été ne serait-ce qu'un peu plus fort, les choses se seraient mal terminées. Mais quelque chose ne va pas. Le vieil homme est complètement figé, ne respire même pas. Yoon Yeok dit que ce n'est pas le plus gros problème pour le moment. Il se tourne et exige immédiatement une explication de Kim. Le gobelin, quant à lui, monte la garde sur tout l'équipement, criant à tout le monde de rester en arrière. Tout est à lui. Quelqu'un demande pourquoi le gobelin agit comme ça. Ji dit qu'il a toujours été bizarre. Dès que le boss a été vaincu, le petit homme vert s'est précipité vers le tas de butin comme un maniaque. Mais elle et Kim ont reçu un étrange message. Ils n'avaient pas rempli les conditions pour débloquer la classe secrète. Ji est confus. Comment est-ce possible? Ils ont littéralement tout tué. Kim commence à repenser. Peut-être que c'est encore quelque chose de bizarre, comme quand il a gagné la faveur du Seigneur Gobelin. Bien sûr, la plupart du temps, les choses suivent une logique de base. Tuer le boss, débloquer la classe. Mais clairement, pas cette fois. C'est pourquoi il se demande à quelle classe cette pièce est liée. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. L'essentiel d'abord. Il veut savoir quels objets sont tombés. Qian, cependant, lui dit d'attendre. Tout le monde a aidé dans le combat. Il devrait partager le butin équitablement. Il lui dit immédiatement de reculer. Ce tas est son trésor. Elle le regarde maintenant, lui demandant ce qui ne va pas chez lui, et pense déjà, ce type est-il en train de se transformer en Gollum? Puis YouTube dit lui-même que c'est vrai. Le gamin les a déjà aidés 2 fois. Leur seul but était de sortir de cet endroit, et maintenant qu'ils l'ont fait, ils se fichent du reste. Mais ce vieil homme louche, ouais, il se faufilait déjà, prêt à frapper notre garçon par derrière. Alors Skim lui dit de reculer, sachant déjà qu'ils avaient prévu de le trahir à nouveau depuis le début. Unyax dit que l'éliminer n'est même pas le vrai problème. Si c'était ce qu'il voulait, il l'aurait déjà fait. Il se fiche qu'il garde la plus grande partie du butin, mais ils ont remarqué que l'arc était un objet unique. Skim hausse les épaules. Ouais. Alors, ils lui disent qu'il n'est même pas un archer. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et en plus, les objets uniques ne peuvent pas être vendus. Évidemment, il ne peut pas non plus l'équiper puisque ce n'est pas sa classe. Mais notre gobelin au nez pointu préféré se manifeste en disant « Je le veux quand même. C'est super cool, super joli, super rare. » Les autres lui disent immédiatement de le remettre à Ji-in. Skim soupire et dit d'accord, mais il veut quelque chose en retour. C'est un objet que vous ne pouvez pas vendre, ce qui signifie que sa valeur ne peut même pas être mesurée. Si vous deviez le lier à lui-même, il perdrait gros. Alors, ouais, il ferait mieux de l'acheter chez lui. Le vieil homme réalise instantanément que ce bâtard sournois avait prévu cela depuis le début. Il sourit littéralement dans sa propre avidité. Et Yoon-Hyuk le regarde en se disant « Ce fichu type me rappelle ce gobelin. » Et en parlant de ça, voici le gobelin qui jette un coup d'œil derrière un tonneau en fixant l'arc massif. C'est vraiment énorme, n'est-ce pas? C'est l'arc du géant, et il est massif. On dirait qu'ils ont fait l'échange. Skim les remercie. Yinbyuk marmonne juste que le type a clairement un talent naturel pour être détesté, puis demande où il prévoit d'aller après leur départ. Skim dit que c'est évident. Un endroit loin d'eux. Yimiya le traite de bâtard, mais admet que c'est un plan solide. Et avec ça, le groupe part. Dommage, vraiment. J'avais l'habitude de regarder cette blonde magnifique faire un petit signe d'adieu à notre garçon. Il ne perd pas de temps. Il a déjà invoqué son gobelin, qui saute partout, tout excité. Donjon terminé. Dommage qu'il se soit retrouvé avec un arc qu'il ne peut pas utiliser, mais il a obtenu le gant du voleur. Il vous permet de voler n'importe quoi, mais une seule fois.
Vous ne pouvez pas l'utiliser sur des joueurs de niveau supérieur au vôtre, et il ne fonctionne pas non plus sur d'autres utilisateurs. Comment va-t-il utiliser ça? Aucune idée pour l'instant. Mais plus important encore, il a obtenu du fer ultra pur et un tas de matériaux rares, tous gardés juste pour lui. Des coupures vers la ville de Florendal, un endroit rempli de joueurs de haut niveau qu'il n'a jamais vu auparavant. Il peut pratiquement sentir l'argent dans l'air. Mais avant de plonger dans une grande aventure, il doit se procurer de l'équipement. Ce coup au visage qu'il a assommé a rendu les choses très claires. Il n'est pas bien équipé. Sans oublier qu'il porte toujours le même équipement puant du niveau 3. Le truc est probablement en train de drainer sa défense à ce stade. Soudain, le gobelin commence à tirer sur son pantalon. Il demande ce qui se passe, le suppliant déjà de ne pas causer de problème. Mais ensuite, il se retourne et le voit, un tigre géant. Juste derrière eux, le cerveau de notre garçon se met en mode panique. Ça doit être un boss de raid. Qu'est-ce qu'il fait au milieu de la ville? Et juste au moment où il panique, un nouvel arrivant se présente. Oubliez Ji-in. Irene est dans le bâtiment, invocatrice aux cheveux bleus. Elle jette un coup d'œil au gobelet et demande nonchalamment si celui-là lui appartient. Et Skim réalise instantanément qu'elle est la folle qui a invoqué le chat de la mort surdimensionné qui les regarde. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Michel, oui, un tigre, est super cool. Mais Skim peut le voir dans ses yeux. Cette psychopathe bave en le regardant comme une collation, et il sait qu'il n'a absolument pas ce qu'il faut pour la combattre. Si la guilde des Vultons essayait même de l'affronter, il serait vaporisé. Puis Iron lui fait un petit sourire doux et dit qu'il est un gamin mignon, demande son nom. Il répond, Skim Chulso. Puis elle dit qu'elle ne s'intéresse pas à lui. Ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est le petit qui se tient à côté de lui. Apparemment, le gobelin n'avait même pas encore de nom. Kim demande, pourquoi faire? C'est juste un monstre invoqué, qui s'en soucie. En plus, cette chose n'est même pas mignonne. Mais Iron le pleure. Les relations à sens unique comme celle-là sont instables. Il aurait dû se rendre compte maintenant que la créature montre de l'agression envers son maître parce qu'elle n'a pas été nommée. Elle lui dit qu'elle espère que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, il ne sera pas aussi têtu. Puis elle appelle sa Michel et s'en va. Kim aimerait plus que tout essuyer le sol avec cette fille, mais il ne peut pas, alors tout ce qu'il fait, c'est la remercier pour ses conseils. La scène change. Quelqu'un l'appelle. Il s'avère que l'équipement qu'il porte est complètement nul. Le type dit qu'il pourrait aussi bien porter une poubelle autour de son corps. Ce serait plus utile. Kim riposte. Espèce d'idiot. Arrête de me retirer, espèce de bâtard. C'est pour ça que je suis venu dans ta boutique, pour acheter quelque chose de correct. Le type lui propose une plaque de poitrine pour 350 pièces. Ça fait environ $40 en argent réel, ce qui, considérant qu'il a 20 millions de dettes, n'est pas si énorme. Et en tant qu'invocateur, il a besoin d'une défense de niveau supérieur. Peu importe s'il peut invoquer des choses s'il meurt avant d'en avoir la chance. Il l'achète. Le vendeur lui dit qu'il a l'œil pour la qualité, qu'il ferait mieux de bien l'utiliser. Il a fabriqué cette chose avec des matériaux de qualité supérieure. Le nom de ce vendeur grossier est Humphrey la bouche sale, et Kim peut déjà dire que le type est à la hauteur. Il met l'armure et se plaint immédiatement. C'est la plus grosse merde que j'ai jamais portée. Je ne peux même pas bouger. Le type riposte. C'est parce que les déchets comme toi devraient rester raides et mourir tôt. Mais la vraie raison? L'armure nécessite 24 de force, et notre garçon n'en a que 4 pour le moment. Il a utilisé tous ses points pendant ce combat contre le géant d'acier. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse s'équiper de quoi que ce soit de sérieux en ce moment, alors il essaie de le revendre. Le vendeur ricane, ces déchets sont nuls. Je te donnerai 30 pièces, au maximum. Une fabrication de mauvaise qualité comme celle-ci ne vaut rien. Kim lui dit de se casser. Il l'a littéralement acheté chez lui il y a 2 secondes, et le type l'exaltait comme si c'était un chef-d'œuvre. En plein milieu de la dispute, Kim remarque un point d'exclamation flottant au-dessus de la tête du type. Puis Humphrey se tourne vers lui et dit qu'il a perdu son marteau. Sans lui, il ne peut rien forger. Kim lui dit de jeter un coup d'œil au comptoir. Il voit au moins 4 marteaux juste là. Mais Humphrey insiste. Il a besoin d'un marteau spécifique, et il est probablement dans un donjon aquatique près de l'entrée du village. Il dit que ce serait vraiment utile si Kim allait le chercher. Évidemment, cela déclenche une quête. La récompense, la capacité de traiter les matériaux et de fabriquer des armures, ce qui semblait très utile. Maintenant, tout prenait son sens. Pourquoi ces matériaux que Kim avait vendus plus tôt valaient autant? S'il pouvait prendre les trucs rares de ce donjon secret et les transformer en équipement, ouais, ce serait vraiment rentable. Il dit instantanément qu'il s'en occupe. Quête acceptée. Kim est confiant. Il n'a besoin d'aucun groupe ni d'amis. Il n'y a que lui et son gobelin. Ce donjon, c'est du gâteau. Donnez-lui 30 minutes et vous aurez tout emballé. Mais alors Humphrey crie, qu'est-ce que tu crois faire? Tu dois m'emmener avec toi. Apparemment, pour que la quête réussisse, il devait emmener le vieux avec lui et s'assurer qu'il ne meurt pas. Le problème, c'est que le type n'est que niveau 13. Alors Kim a une idée de merde. Il a une tonne de points d'agilité, alors il s'élance en avant en criant, je vais juste tout nettoyer avant que Pépé n'approche du danger. Mais presque immédiatement, une alerte système apparaît. Humphrey est attaqué. Kim se retourne,
et il y a un essaim de rats et de slimes partout sur le vieux qui crie à l'aide. Il appelle le gobelin, et cette petite menace verte arrive, explosant tout en un coup avec un 999. Humphrey se redresse et déclare, « Personne ne peut me résister », Humphrey la bouche sale. Mais alors son visage change soudainement. Il dit qu'il sent quelque chose d'étrange. Il commence à courir dans une autre direction, disant que le marteau est par là. Kim se dit déjà qu'il serait peut-être plus facile de tuer ce salaud ou de trouver un moyen de l'immobiliser. Évidemment, Abu a échoué à une quête, alors il dit au gobelin qu'il y a eu un changement de plan. Tiens-toi à ce type comme de la colle et tue tous ceux qui s'approchent de lui. Le problème, c'est qu'en 10 secondes, ce putain de vieux est déjà entouré d'un essaim de rats. Encore une fois, pas un si gros problème. Les gobelins chargent déjà en avant, encaissant ses 999 à droite et à gauche. Le vieux se sent bien, criant à propos d'une technique secrète et disant que c'est ce qui arrive quand il se donne à fond. Pendant ce temps, Kim pense juste que ce type est un total bizarre, mais bon, au moins il est en sécurité. Jusqu'ici, tout va bien. Puis Humphrey lui crie d'arrêter de le sous-estimer. Il active son cri de guerre, affirmant qu'il est sur le point de montrer ce dont il est vraiment fait. La compétence attire tous les ennemis proches, et la prochaine chose que vous savez, un squelette couronné se réveille dans une tombe avec toute l'armée. À ce moment-là, cette putain de chose se tient devant eux, exigeant de savoir qui a crié et l'a réveillé de son sommeil éternel. Humphrey dit juste, enfin, ce donjon commence à devenir intéressant. Kim, d'un autre côté, se demande pourquoi ce type essaie clairement de rendre la mission plus difficile à chaque étape. Mais voilà le gobelin encore une fois, passe une pierre dans les airs, l'attrape et la lance directement sur les squelettes. Elle rebondit sur le mur et atterrit un 999 complet à tous les niveaux, dégageant tout le chemin. 3 heures plus tard, notre garçon est épuisé, et d'après ce qu'on voit, ce putain de forgeron le troll toujours sans arrêt. Ils ont tué tellement de monstres que Kim a augmenté de 3 niveaux. Il s'appuie contre un mur, entend un bruit étrange, et Humphrey lui dit de reculer. C'est un piège. Au bout du couloir, 3 flèches dorées volent vers eux. Kim appelle le gobelin pour encaisser les coups. Il se demande pourquoi ce piège s'est même activé. Sur quoi ont-ils marché? Qu'est-ce qu'il a déclenché? Bien sûr, Humphrey avait marché directement sur un interrupteur en forme de crâne, a reçu une flèche directement dans le ventre, et maintenant il a perdu la moitié de ses PV. Il crie même à Kim, le traitant de lâche pour avoir utilisé des alliés au lieu d'encaisser le coup lui-même. Kim a honnêtement envie de tuer ce salaud sur place. Pour aggraver les choses, le type est maintenant empoisonné. Il commence à perdre des PV à chaque seconde jusqu'à ce que oui. Humphrey, la bouche sale, meurt. Coupé à. Kim sprint à travers la ville, criant qu'il va tuer ce salaud la prochaine fois qu'il le verra. Mais alors qu'il traverse les rues à toute allure, un homme en costume l'appelle, disant qu'il a enfin trouvé Monsieur Jim. Notre garçon arrive à la boutique de Humphrey, et le forgeron demande juste quel équipement il veut. Kim, furieux, pointe le gobelin du doigt et demande, un dernier mot. Le forgeron le remercie juste d'avoir récupéré le marteau. Kim est confus. Il n'a aucune idée de ce dont le type parle, mais la quête était terminée. Il avait déjà le matériel. Il veut savoir comment c'est arrivé, et Humphrey explique, il est tombé quand ils ont tué le tout premier Slim. C'était l'un des premiers objets à tomber. Skim a demandé pourquoi il n'avait rien dit plus tôt, et Humphrey répond, parce que tu es des déchets. Bref, nous voilà à l'antenne. Il est maintenant à la forge, utilisant du métal de première qualité. Il dit au gamin de se préparer. Quand un matériau de haute qualité rencontre un vrai maître, on obtient un miracle. Il dit qu'il va suer sur cette forge et faire quelque chose de légendaire. Et juste comme ça, il dit que c'est fini. Kim le regarde. Tu ne transpires même pas, mec. Ça a pris 10 secondes. Malgré tout, une fois qu'il inspecte les gants, ils ont été fabriqués en utilisant le butin d'un boss extrêmement rare. Et maintenant, le gamin est entièrement équipé. Il a peut-être l'air plus mince et un peu plus faible, bien sûr, mais ça va. C'est un ensemble d'armure légère. Le niveau 36 nécessite 34 d'agilité pour être équipé et a une chance de 1% de déclencher la compétence destruction du ciel et de la terre. Humphrey dit qu'il ne facture rien cette fois-ci. Pas besoin de le remercier. Ce serait juste dégoûtant de toute façon. Kim hausse juste les épaules et dit, bien. Je n'avais pas l'intention de remercier un salaud comme toi non plus. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un active le mode PK et pointe une épée droit sur lui. Et pas seulement pointe, elle manque de peu de toucher. Kim saute en arrière, choqué, et veut savoir pourquoi ce type vient de l'attaquer sans raison. Le type avec les lunettes dit qu'il est impressionnant qu'il ait été assez rapide pour esquiver ça. Clairement, il doit être la personne qui a laissé sa dame au bord de la mort. Kim se prépare à se défendre en disant qu'il a seulement esquivé grâce à sa stat d'agilité, mais décide de changer de sujet. Que veux-tu dire par ta dame? De quoi s'agit-il? Le majordome l'interrompt, lui disant d'arrêter de faire semblant. Il a vérifié. Son dernier membre de groupe était quelqu'un nommé Kim Chulso. Il charge à nouveau, disant que Kim doit très bien connaître le nom de Catherine, et c'est là que ça fait tilt. Kim commence à se souvenir que c'était son premier vrai copain depuis le tout début. Le grassouillet, celui qui était avec le petit nain. Il dit rapidement à l'homme d'attendre. Il n'a aucune idée de ce qu'elle lui a dit,
mais c'est lui qui a été entraîné dans tout ça. C'était la victime. Le majordome ricane. C'est marrant comme tu te dis victime, et tu es là à vivre ta vie tranquillement. Alors qu'elle est dans le coma, dans un état végétatif, depuis ce jour-là. Ça stupéfie vraiment Kim. Il savait que l'attaque du Geiger de niveau 80 aurait fait de sérieux dégâts, mais il pense qu'elle en serait littéralement morte. Il crie que c'est la faute du Geiger, pas la sienne. Il n'a rien fait de mal, mais le majordome dit que Kim n'a pas le droit de décider s'il est coupable ou non. Ce qui compte, c'est qu'à cause de cet incident, toute la ligne de succession du groupe Sémion est maintenant dans un chaos total. Et pourtant, quand le type a porté ce dernier coup, il n'a fait aucun dégât. Kim est confus. Il le regarde et dit, d'accord. Peut-être qu'on peut en parler calmement, parce que clairement cette fille était la fille d'un grand PDG ou quelque chose comme ça. La famille de cette fille, ce groupe Sémion, juste à la façon dont ça sonne, vous pouvez déjà deviner. N'est-ce pas? C'est fondamentalement Samsung. En Corée, Samsung possède tout, les téléphones, l'électronique, les semi-conducteurs, les voitures, les motos, les avions, tout ce que vous voulez. Ils sont partout dans le monde. Et maintenant, il réalise qu'il se tient juste devant la fille de la personne qui possède tout ça. Le majordome veut savoir, a-t-elle vraiment été attaquée par une créature de niveau E dans le donjon? Kim dit qu'il pense que c'est ce qui s'est passé. Probablement un de ces incidents de choc ou quelque chose comme ça. Alors le majordome demande, mais comment diable as-tu réussi à t'en sortir vivant? Tu n'étais que niveau 3? Elle était presque niveau 40, et c'est ce qui lui est arrivé. Alors comment se fait-il que tu sois encore en un seul morceau? Notre garçon avoue tout et explique toute l'histoire. Dit qu'il a obtenu une classe secrète de nulle part et a réussi à s'échapper. Dit que c'était de la pure chance. Mais au fond, il sait ce genre de choses. Aucun médecin ne peut le réparer. Vous pouvez faire venir autant de personnes que vous voulez, et rien ne changera. Si elle est dans cet état, alors quelqu'un comme lui qui était niveau 3 à l'époque aurait été mort sur le coup. Le type avec les lunettes dit qu'il est incroyable qu'un niveau 300 soit sorti indemne juste à cause d'un changement de classe. Il sait que même les classes secrètes ne sont pas si puissantes. Kim n'a pas vraiment de bonne explication. Tout ce qu'il sait, c'est que les chances qu'elle revienne un jour sont vraiment minces. Alors le type lui dit de se taire. Il ferait mieux de comprendre. Ils ont déjà fait venir les meilleurs médecins, et ils ont tous dit la même chose. Personne ne sait quand elle va se réveiller, et d'après ce qu'on voit, il n'y a rien que quiconque puisse faire. Attends, quoi? Je pensais qu'il allait argumenter ou résister ou quelque chose comme ça, mais non. C'est tout ce qu'on a. Juste cette réponse misérable. Kim a dit qu'il savait que la seule chose qu'il pouvait faire maintenant était d'attendre qu'elle se réveille. Mais, genre, elle a été blessée dans le jeu. Alors pourquoi n'essaye pas de la soigner dans le jeu aussi? Le type jette un coup d'œil, ajuste ses lunettes, et lui dit de continuer. Kim commence à parler d'un cas aux États-Unis, quelque chose de similaire, où tout le monde pensait qu'une personne devrait prendre sa retraite. La famille avait déjà abandonné, mais juste au moment où il semblait que la personne frappait à la porte du paradis, elle s'est soudainement réveillée. C'est quoi ce bordel? Kim a complètement inventé cette histoire. Mais pourquoi fait-il ça? Ah, c'est vrai. Parce que c'est le putain de gobelin. Il en veut à l'argent de ces gens. Il dit que les chances qu'une chose pareille se produise sont d'une sur 9 900 000. Où va-t-il chercher ces chiffres? Puis il saisit la main du majordome et dit que même si les chances sont aussi faibles, essayer quelque chose est toujours mieux que de rester assis à attendre un miracle. Ouais. Il ment comme un arracheur de dents juste pour se faire de l'argent parce que cette fille lui a carrément menti aussi. Le type le fixe, mais Kim ne cède pas. Un autre regard noir. Maintenant, il transpire à grosses gouttes, fixant le lointain. Et nous y voilà. Regardez qui vient d'arriver, notre petite dure à cuire dans le coma. Kim est choqué. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient réellement laissé une fille inconsciente se connecter au jeu. Ces cinglés sont clairement désespérés. Le problème maintenant, c'est que s'il découvre qu'il a inventé tout ça, il est définitivement mort. Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans le jeu pour aider cette folle à reprendre conscience? Clairement impossible. Il n'a jamais entendu parler de quelque chose de pareil. Mais au moins, il sera celui qui a essayé de la sauver. Il doit juste y mettre tout ce qu'il a. Cette énorme société va lui devoir une fière chandelle. Si elle se réveille, tant mieux, si elle ne se réveille pas, il s'en fiche royalement. Il se caresse le menton et dit qu'il fera de son mieux pour sauver la petite princesse. Il va laisser passer un peu de temps, puis s'approcher d'eux et dire « Vous devriez peut-être vous asseoir pour cette nouvelle. » Voilà. Il va annoncer la nouvelle, se faire couvrir d'éloges, empocher du sérieux pognon, un plan impeccable. Mais il y a juste un problème. Qu'est-ce qu'il est censé faire de l'avatar de cette fille si elle ne peut même pas marcher? Puis il se souvient, les avatars humains. N'est-ce pas? Si vous les tirez vers l'avant, ils tombent. C'est là qu'il a une idée. Il lui attache une laisse autour du cou. Et maintenant, regardez ce garçon gobelin la trimballer comme une esclave. Il ne s'attendait pas à ce que ça attire autant l'attention. Les gens chuchotent déjà à ce sujet, parlant de ce type qui utilise un gobelin pour trimballer une fille, le traitant du pire joueur de tous les temps, disant qu'il mérite de mourir. Il essaie de calmer tout le monde, disant qu'il ne ferait jamais une chose pareille, qu'il est proche de la fille.
Mais alors le type à moustache intervient, dit que maintenant c'est lui qui se sent proche de notre garçon et qu'il a vraiment envie de lui casser la figure. Kim réalise instantanément, oui. Une fois de plus, sa réputation dans la ville est en train de couler à pic. Puis quelqu'un l'interpelle. Oh, non, pas encore. Voilà cet enfoiré de vieil escroc qui arrive. Dans la ruelle, notre garçon marmonne qu'il n'aurait jamais pensé recroiser Saint-Griel, le persuasif. Mais le vieil homme s'emporte, dit que son nom est le rusé, bordel. Et maintenant, il a compris. C'est Kim qui a invoqué le gobelin. Kim hausse juste les épaules et dit qu'il a fait ce qu'il fallait pour se sortir d'un mauvais pas. Puis il veut savoir, qu'est-ce que la guilde a-t-on fait dans le coin? Qu'est-ce qu'il prépare? Saint-Griel lui dit de se détendre. La guilde ne se déplace pas toujours ensemble. Les joueurs sont généralement dispersés, et cette fois-là, tout le monde s'est retrouvé pour terminer un raid. Notre garçon se souvient que ce bâtard a beaucoup d'infos, alors il exige qu'il lui révèle quelque chose sur la guilde. Mais Saint-Griel lui dit de se calmer. Il y a un meilleur endroit pour obtenir des informations sur Florendal. S'il le veut vraiment, qu'il se dirige par là. Mais comme il est évident, il y a un piège. Il a clairement 2 C4 et un piège laser placé juste sur le chemin. Et bien sûr, quelqu'un s'est déjà fait tabasser là-bas, disant qu'il n'avait pas appris grand-chose sur Florendal de toute façon. Tout ce qu'ils savent vraiment, c'est que ce raid n'apparaît que lorsque les joueurs remplissent certaines conditions. Le vieil homme, cependant, veut savoir pourquoi le gamin s'intéresse déjà autant au raid. Il vient littéralement d'arriver dans cette ville. Il l'a remarqué. À chaque fois, le garçon est toujours pressé, courant dans tous les sens comme s'il devait être quelque part. Kim dit que c'est évident. Il veut de l'argent, et l'argent, c'est avec les monstres les plus forts dans les endroits les plus dangereux. Bien sûr, il doit en profiter pendant que ses bugs sont encore actifs. N'est-ce pas? Une fois qu'ils lui auront enlevé son gobelin, il est foutu. Le vieil homme explique que, écoute, il vient d'arriver ici. Même s'il veut foncer, il y a des étapes à suivre. Et la prochaine étape, en parlant de ça, est dans la ville de Phoenix, Elbizar. C'est là que tu récupères la quête principale pour continuer à progresser, et il y a aussi une tonne de joueurs de haut niveau là-bas. Étrangement, Kim s'illumine immédiatement, criant que c'est exactement ce qu'il recherche. La quête principale, les trucs de haut niveau, tout le bazar. Alors tu ferais mieux de te dépêcher et de dire où c'est. Le type lui donne l'emplacement et Kim le jette juste au sol et dit aux gobelins qu'ils s'en vont. Mais c'est là qu'il remarque, attends une seconde, où est la fille que le gobelin était censé trimballer? L'expression sur son visage, mec, panique totale. Dans une ruelle, 2 crétins traînent en disant à quel point l'équipement et ce qu'il y a sous l'équipement ont l'air bien. Des connards qui essaient de faire poétique à ce sujet. Ils pensent qu'elle est juste allée aux toilettes ou quelque chose comme ça et croient clairement qu'elle ne pourra résister à rien de ce qu'ils sont sur le point de faire. Alors qu'ils se rapprochent, bavant littéralement, Kim accourt en criant qu'elle est inconsciente. Même le plus petit coup pourrait la tuer. Dans sa tête, il se souvient d'avoir reçu un appel du type à lunettes lui demandant si elle va bien. Il dit, ouais, elle est en sécurité. Le type veut la voir. Il dit pas tout de suite. Il est en plein milieu d'une mission super importante. Le type insiste. Kim s'énerve, lui dit de la fermer. Au revoir, terminé. Un type debout à côté de l'homme en costume demande ce qui ne va pas, et le mec s'excuse. Attends, minute. Ce type, c'est le président de Samsung. Le grand patron de tout. Nimbus Kimoun, nuit 76. Et il dit de ne pas s'inquiéter. Le gamin est probablement juste nerveux, terrifié à l'idée de la mettre en danger. Son assistant, cependant, veut savoir pourquoi vous laissez quelqu'un comme ça prendre le contrôle de son corps en premier lieu. Si c'était réellement possible de la guérir dans le jeu, alors d'accord, mais il ferait mieux de le faire. Kimon répond que le gamin sort clairement cette idée de nulle part. Il est impossible qu'une chose pareille puisse fonctionner. Il compte juste sur quelque chose qui arrivera à Catherine. Et c'est parce que, quand elle était enfant, son destin était déjà scellé. Elle allait hériter de l'entreprise. Ce jeu était la seule chose qu'elle ait jamais choisie pour elle-même. La seule décision qu'elle ait jamais vraiment prise. C'est pourquoi il croit que ce monde est comme un paradis pour elle ou, au moins, un endroit où elle se sentait libre. Et il sait qu'il est préférable qu'elle se repose là-bas plutôt que d'être coincée dans un lit d'hôpital. Quel papa sensible. Pendant ce temps, notre garçon est ici en train de courir partout, essayant de ramener cette fille à la vie. Enfin, essayant est un mot fort. Il fait surtout semblant. Il est épuisé et se demande pourquoi ils ont même programmé ce système de poumons pourris dans le jeu. En plus de ça, la trouver va être un cauchemar. Puis il se souvient que lorsqu'il a abandonné sa tête et s'est réfugié avec cet elfe, il a obtenu un point gobelin. Il décide de jeter un coup d'œil à ses compétences, et l'une d'elles est le partage de vie. Il pourrait utiliser sa propre santé pour restaurer un peu celle des gobelins. Inutile pour le moment. Mais il remarque alors une autre compétence, lancer de gobelins. Ouais, le nom est assez explicite. Alors il utilise l'invocation de gobelin, attrape le gobelin dans sa main, et le lance. Le petit gars s'envole au-dessus de toute la ville et pointe instantanément dans une direction. Bingo. Le schnappant sait où est Catherine, et maintenant Kim sprint, écumant de rage, criant qu'il est là pour sauver la situation. Mais il tombe directement sur les 2 types louches dans l'allée qui veulent savoir ce qu'il fait là. Immédiatement,
l'un d'eux commande qu'il est encore plus laid de près. Et en plus, c'est eux qui vont s'occuper d'elle et la faire se sentir bien. Kim leur dit d'aller se faire voir. Il n'est pas là pour la faire se sentir bien de quelque manière que ce soit. Alors, c'est qui ces deux losers? Celui avec la moustache ricane et dit qu'ils sont deux types très beaux dont le hobby préféré est de sauver les femmes en danger. Kim dit au type louche d'arrêter d'agir comme des héros alors que ce sont eux qui la mettent en danger. Mais avant même qu'il puisse finir, les types se jettent sur lui. Kim craque instantanément, et juste comme ça, c'est fini. Les deux sont allongés morts sur le sol, éliminés par le gobelin. Maintenant, il se moque d'eux, leur demandant ce que ça fait pour deux prétendus beaux gosses de se faire botter les fesses par un type laid. Il rit comme un maniaque quand un soldat apparaît à proximité, se demandant quel est tout ce raffut. Et là, il y a Kim, la langue tirée, traînant Catherine avec lui. Le garde arrive tout de suite, exigeant de savoir pourquoi ils ont tué deux personnes et étaient en train d'enlever une femme. Il est hors de question qu'ils s'en tirent comme ça après un crime pareil dans cette ville sans conséquence. Kim essaie de le calmer, dit que c'est lui qui a été attaqué en premier, et que toute cette affaire n'est pas juste. Mais au fond, il sait qu'il n'y a aucune chance que ce garde croie un mot de ce qu'il dit. Et s'il se fait attraper maintenant, il sera jeté en prison, et il n'a pas le temps pour ça. Heureusement, il n'y a qu'un seul garde dans les parages, alors c'est peut-être le moment idéal pour l'éliminer et se barrer. Mais soudain, Sariel l'attrape par l'épaule et dit qu'il cherchait le gamin. Kim rabroue le salaud de menteur et lui dit de se casser et exige de savoir ce qu'il fait là. Le vieil homme l'avertit que s'il tue un garde comme ça, il sera traqué par les PNJ pour le reste de sa vie, alors il ferait mieux d'y réfléchir à deux fois. Puis Sanrio s'approche du garde et commence à lui faire les yeux doux, le remerciant pour tout son dur travail pour protéger les gens. Le garde, bien sûr, devient immédiatement méfiant, veut savoir qui il est, ce qu'il complote, et lui dit de garder ses mains là où il peut les voir. Mais le vieil homme utilise une capacité de charme, une sorte de pot de vin pour les PNJ, et lui glisse quelques pièces pour booster le miroir de relation. Le garde hésite, demandant s'il offre sérieusement autant d'argent. Le vieil homme dit que oui, et le type l'attrape, exigeant de savoir pourquoi il essaie d'acheter un homme honnête. Son niveau de relation plonge immédiatement car la corruption est toujours un crime. Kim, cependant, réalise que d'une manière ou d'une autre, le vieil homme s'est fait arrêter à sa place, et que le chemin est maintenant libre. Il s'avère que ce salaud de menteur a en fait quelque chose de décent pour une fois. Mais maintenant debout devant cet énorme bâtiment, Kim veut savoir pourquoi diable il ne peut pas entrer. Il a entendu dire que la quête principale était à l'intérieur. Pendant qu'il se plaint, ce type blond devant l'endroit lui dit de ne pas s'embêter. Cette porte n'a pas bougé depuis un moment. Kim demande qui il est, et le type se présente comme Shine. Il dit que le simple fait de regarder Kim frapper nonchalamment à cette porte rend cela évident. C'est un débutant. Il dit qu'il aime les yeux des enfants, cependant. Ils ont cette véritable intensité aventureuse. Et puisque c'est le cas, pourquoi ne pas aider dans quelques ruines perdues? Kim est déjà en train de marteler furieusement le bouton de saut, espérant faire taire ce type. C'est à ce moment-là qu'il reçoit la quête principale, montre-moi tes compétences. Il doit rapporter le noyau d'un golem de ces ruines pour prouver ce qu'il peut faire. Maintenant, les bras croisés, Kim marmonne que ce PNJ est hilarant. Il aurait au moins pu mentionner quel type de donjon c'est. Il s'avère que c'est un donjon de type esquive, pas le genre où vous entrez et tuez tout. Pourtant, avec son agilité maximale, ça ne devrait pas être trop difficile. Le vrai problème, c'est qu'il traîne cette fille avec lui. Il doit s'en sortir sans qu'elle ne subisse même une égratignure. Alors il dit au gobelin de rester derrière avec elle pendant qu'il se précipite en avant et utilise le ralliement. Il se prépare, démarre en courant, et avant que vous ne le sachiez, bam, il est déjà de l'autre côté, super vite. Il active la mémoire de ralliement, et le gobelin arrive en volant. Ce petit gars atterrit tout sourire, la langue pendante. Mais juste comme je le pensais, la corde se tend. Elle y est toujours attachée. Et la pauvre Catherine, je commence déjà à avoir de la peine pour elle, commence à être tirée. Kim crie au gobelin de faire quelque chose, n'importe quoi avant qu'elle ne tombe dans la lave. Elle est à quelques centimètres de percuter l'une des lames du plafond et ses gars paniquent presque. Elle finit à plat sur le dos sur le sol, complètement démolie. Immédiatement, il court vers elle, l'appelant par son nom, lui disant de se relever. Elle ne peut pas mourir ici, pas dans un endroit comme celui-ci. Si elle le fait, il est complètement foutu. Et d'après ce qu'on voit, nous sommes sur le point de plonger profondément dans ses souvenirs. De retour dans sa mémoire, son père, Ki-moon, exige de savoir pourquoi elle est rentrée tard à la maison encore une fois et si elle était avec ce groupe de prétendus amis. Il lui dit qu'à son âge, les amis ne veulent rien dire du tout. Ce sont des gens sans valeur qu'elle oubliera un jour. Et en plus de ça, il l'a vue partir portant une jupe courte et du maquillage qui la faisait ressembler à une sorte de travailleuse de nuit. Alors apparemment, elle a décidé qu'elle voulait vivre comme une ordure humaine. Bon sang, c'était brutal. Elle pleure, s'excuse, mais son père dit juste qu'aujourd'hui, elle va tirer une leçon. Elle regarde sa mère pour obtenir de l'aide, mais tout ce qu'elle reçoit, c'est un regard froid et le silence. Puis son père lui dit qu'elle est le seul échec de toute sa vie. Putain, ça a fait mal. J'ai vraiment eu de la peine pour la fille. Elle est juste coincée là, figée.
Notre gars se tourne vers le gobelin et demande « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, bordel ?» Assez bizarrement, le gobelin suggère qu'il ne trouvera jamais une autre nana aussi canonne que celle-là. Alors peut-être qu'il devrait essayer de la réveiller avec un peu de bouche à bouche. Quoi, bordel? Mais le gamin sait que c'est juste un jeu. Il n'y a pas d'air ou de physique réel. Il n'y a aucune chance que ça marche réellement. C'était impossible dès le départ. Quand même, je veux dire, elle est déjà un peu morte, alors autant essayer. Non. Au mieux, ça pourrait juste la secouer mentalement et la forcer à revenir à elle. Mais, bien sûr, c'est exactement à ce moment-là que le majordome se pointe. Non. Alors que Kim fait cette tête à bisous stupide. Et immédiatement, il se dit, maintenant je vois ce que tu voulais vraiment. Petit pervers. Je vais te tuer. Kim panique et lui dit de se calmer. Elle va bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle ne va pas mourir. Le majordome répond, évidemment. Il est connecté au jeu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la surveillant. Sans parler du fait qu'il y a toute une équipe de médecins autour de son corps IRL. Et en plus de tout ça, son équipement est le meilleur disponible à son niveau. Cette robe de magicien araignée blanche a l'air douce, mais sa défense est comparable à de l'acier. La seule raison pour laquelle il s'est connecté était juste pour s'assurer que ce dégoûtant gamin gobelin ne pose pas un doigt sur elle pendant qu'elle est inconsciente. Il est sur le point de dire autre chose, mais Kim le coupe juste avec un va te faire foutre et raccroche. Puis il se tourne vers le gobelin Jean, t'as bien entendu. Son armure annule 90% des dégâts entrants. Alors les deux se mettent à courir, poursuivis par un rocher géant pendant qu'ils utilisent la fille comme un skateboard. Ils la lancent par-dessus des trous sur une corde, la font encaisser des coups de golem, la balancent comme un fouet. À un moment donné, Kim réalise qu'il s'est trop emballé et l'a littéralement utilisé comme un projectile. Le bon côté des choses, c'est qu'il l'a traité comme de la merde et a gagné un point gobelin pour ça. Alors qu'il est là, émerveillé par sa multifonctionnalité, son doigt tressaute à peine. Mais, bien sûr, juste à ce moment-là, le gobelin lance une attaque, la pièce explose, et le petit gars traverse en volant, frappe le golem avec un énorme coup de 999. Kid n'a même plus l'air surpris. Il marmonne juste que tout ce qu'il a à faire maintenant, c'est de prendre le noyau et d'en finir. Mais non. Le golem se reconstruit et entre en phase 2. Kid hausse les épaules genre, peu importe, et dit à Gobletato de le frapper à nouveau. Un autre 999. Il dit, enfin, ça doit être ça. Non. La saleté se rassemble encore et passe en phase 3. Kim et Jean, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu pourrais tricher juste un peu moins. Il utilise la capacité de ralliement du gobelin et l'appelle un jeu. Mais bizarrement, cette fois, le gobelin encaisse le coup avant de porter son attaque. Tout explose derrière Kim, et maintenant il sprinte à toute vitesse pendant que le golem frappe le sol, mettant le feu à tout. Il sait déjà que s'il ne détruit pas ce noyau, la chose va continuer à passer à de nouvelles phases. C'est là qu'il se souvient de ce bâtard de Sombrel expliquant les faiblesses des monstres l'autre jour. Le problème? Il n'a aucun moyen de cibler des points faibles spécifiques comme les gars de la guilde Vilterne. Peut-être que son meilleur pari est juste de défoncer tout ce qui bouge jusqu'à ce que ça meure éventuellement. Alors qu'il zigzague dans le donjon en essayant d'éviter les attaques, il finit par courir juste devant Catherine. La pauvre est juste là, complètement à côté de la plaque. Et malheureusement, il esquive, mais le coup de poing du golem se dirige droit vers son visage. Au moment où il l'a frappé, elle a ressenti exactement la même sensation que lorsqu'elle a été écrasée par ce boss, et juste comme ça, elle s'est réveillée en criant. La pièce a explosé, et Kim s'est rongé les doigts en panique, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il était presque sûr que ça allait. Ce n'était pas un coup de très haut niveau ou quoi que ce soit. N'aurait pas dû être fatal. Mais le boss n'arrêtait pas de frapper le sol et était maintenant en train de dévorer son propre bras comme s'il ne savait pas ce qui se passait non plus. Et puis elle s'est levée, et pas juste levée, présence énorme imposante. Immédiatement, elle commence à crier, exigeant de savoir ce qui se passe, ce qu'est cet endroit, qui il est, et pourquoi elle est là, bordel. Il s'avère qu'elle a déclenché sa compétence de mage, évasion. Et maintenant, elle veut des réponses vite. Kim est figée. Elle s'est vraiment réveillée. Le seul problème maintenant est ce qui se passe quand elle se souviendra qu'elle a été utilisée comme un skateboard. Mais, qui s'en soucie? Elle est vivante, elle se tient debout. C'est ce qui compte le plus. Il vient de sauver l'héritière de ce groupe Samsung. Il est sur le point d'obtenir une récompense de la taille d'un petit pays. Alors il s'approche tout courbé, essayant d'expliquer la situation. Lui dit qu'elle a perdu connaissance après avoir été attaquée par un monstre dans un donjon caché, et qu'il a obtenu la permission du président lui-même pour l'aider à se réveiller. Il s'est donné à fond, et il a réussi. Puis elle le frappe en plein milieu de sa phrase et il s'écrase à travers un mur. Gémissant encore sur le sol, il dit, « Vraiment, tu ne pouvais pas me prévenir avant de me frapper comme ça. » Mais ensuite il la voit, déjà loin, s'enfuir, le laissant derrière. Elle est en pleine crise de panique, pleurant et criant qu'elle a peur. Si son père découvre qu'elle est retournée à Evanesgate et a continué à jouer, elle va être littéralement tuée pour de vrai. Alors qu'elle hurle de panique, soudain, elle se réveille à l'hôpital. Le majordome se précipite à l'intérieur, demandant ce qui se passe,
et les médecins expliquent qu'elle semble reprendre conscience, mais qu'elle est extrêmement agitée. Le majordome pense instantanément à notre gars et est certain qu'il a fait quelque chose d'affreux. L'équipe médicale envisage de couper l'alimentation de la capsule pour la sortir de là, mais un autre médecin dit qu'il n'y a aucun moyen que cela puisse la faire replonger dans le noir. Le majordome rejette complètement cette idée en disant de ne même pas y penser. Étant donné que la douleur et les sensations sont liées à la réalité, c'est beaucoup trop dangereux, surtout si elle est au milieu d'un donjon. Alors il décide de se connecter et de découvrir exactement où est Kim. De retour à l'intérieur de la ruine, le golem tire des missiles de pierre directement sur elle. Elle se tourne en paniquant, pensant que c'est la fin. Elle est morte. Mais juste à temps, le gobelin saute et la protège. Kim lui crie d'arrêter d'essayer de courir. Elle n'a aucune chance de distancer un golem. Mais elle s'est effondrée au sol, tremblante, pleurant, répétant « J'ai peur, j'ai peur ». Kim est complètement déconcerté. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Avant que les choses ne dégénèrent encore plus, il sait qu'il doit s'en occuper. On pourrait penser qu'il irait achever le boss, mais non. Il dit en fait au gobelin de l'assommer, mais ensuite son expression change. Elle lève les yeux vers lui et implore de l'aide. Elle dit qu'elle ne sait pas quel genre de lien il a avec son père ou l'entreprise, mais elle jure qu'elle le paiera bien plus que ce que son père a promis s'il l'aide. Il répond instantanément. Bien sûr, il va l'aider. Ils vont sortir d'ici sains et saufs. Qu'elle lui dise ce qu'elle veut. Mais alors qu'il pourrait s'amuser, elle, certainement pas. Elle dit que ce n'est pas une blague. Elle s'en fiche comment. Elle veut juste sortir de cet endroit. Elle le supplie de tuer tous ceux qui l'entourent. Elle veut s'éloigner de ce groupe, de tous. Les horribles personnes, les employés, tout ça. Kim est juste là, un peu secouée. Elle pleure en disant qu'elle en a marre d'être frappée. Et juste au moment où le gobelin est sur le point de l'assommer avec un coup derrière la nuque, un appel arrive du majordome. Il hurle dans les communications, disant au salaud de la lui montrer tout de suite. Il arrive pour sortir cette fille de là. Kim dit immédiatement au gobelin d'arrêter ce qu'il fait et de retenir le golem à la place. Puis il se tourne vers le majordome et demande comment diable il doute encore autant de lui. Il a été embauché en bonne et due forme. Il lance un petit sourire suffisant à la fille et dit « Quoi que je fasse, elle a l'air d'apprécier ». Kim insiste sur le fait qu'il ne la kidnappe pas. Cela faisait juste partie de son aide à se rétablir. Elle allait bien, donc il n'y a pas besoin de paniquer. Le majordome, confus, ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne semblait même pas à distance consciente, alors peut-être que cette réaction antérieure était juste une crise ou quelque chose comme ça. Il dit à Kim qu'elle ne semble pas stable, et s'il est dans un donjon, il ferait mieux de sortir maintenant. De plus, il est temps de mettre fin à l'accord. Ils veulent récupérer la fille. Kim se rebiffe immédiatement, genre, pas question, ça n'arrivera pas. Il dit qu'il est dans un moment critique en ce moment, mais l'appel est coupé. Il murmure qu'elle ferait mieux d'être honnête à propos de cet argent qu'elle a promis, mais elle admet que c'était un mensonge. Elle n'a pas ce genre d'argent. Pendant ce temps, le gobelin est toujours au cœur de l'action. Kim dit qu'elle ferait mieux de remettre chaque pièce qu'elle a ou il la revendra à son groupe pour la récompense. En pleurant, elle le supplie de se calmer. Elle vendra tout, même son équipement. S'il vous plaît, ne le dites à personne. Il rétorque que son équipement ne vaut même pas 6000, mais elle dit alors que ça vaut 100 millions. C'est alors qu'ils se tournent tous les deux et disent au gobelin, d'accord, il est temps de fuir. Mais pour une raison quelconque, le gobelin est déjà à l'étape 5, niveau 170. Kim panique. Pourquoi diable cette chose a-t-elle développé 4 bras? Il était censé tuer, pas monter de niveau. Il court maintenant pour sauver sa vie parce qu'il sait que si ce monstre réussit ne serait-ce qu'un seul coup, ils sont tous morts. Soudain, une attaque de givre le frappe et bloque tout son corps. Il est gelé sur place, confus, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Bien sûr, c'était Catherine. Elle lui dit qu'elle ne peut pas tenir longtemps, mais que ce sort devrait suffire pour qu'il s'échappe. Et juste comme ça, elle prend la fuite elle aussi. Maintenant, tous les trois se dirigent vers la sortie, mais il y a une corde sur le chemin. Catherine se fait prendre par le cou, frappe le sol et le gobelin se rapproche. Elle crie à l'aide. Cette chose est niveau 170. Elle n'a aucune chance de survivre s'il la frappe. À ce moment-là, Kim voit quelque chose de différent. Quand il l'a laissé mourir à ce monstre, c'était parce qu'il était faible. Mais maintenant, il n'a pas le choix. Il doit la sauver. Mais il n'est pas un héros. S'il prend un coup de l'une de ces choses, il n'y a pas de médecin, pas d'argent qui attend pour le réparer. Il mourra simplement dans un lit d'hôpital, et personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Alors il dit au revoir. Catherine le regarde tourner le dos et le voit. Il agit exactement comme sa mère l'a fait, en l'abandonnant. À ce moment-là, c'est clair. Personne dans ce monde n'a jamais vraiment vu son explosion. Son corps s'illumine avec un impact. Oh, non, pas question. Ses bras sont tout déchirés, en lambeaux. Mince. Je pensais que c'était notre gars qui l'avait sauvé. Mais non. C'était ce PNJ, Shine. Et il félicite Kim, disant qu'il a fait un travail incroyable en tenant aussi longtemps. De plus, il s'avère que le gars détient le titre de Dieu. Maintenant, Kim comprend enfin comment fonctionne ce donjon. Fondamentalement, au moment où quelqu'un est sur le point d'être vaincu, ce PNJ apparaît pour le sauver.
C'est ainsi que fonctionne tout le système. Le fait est que cette mission était impossible dès le départ. C'est pourquoi le boss était niveau 170. Le noyau du golem, probablement, n'existe même pas. Vous continuez à vous battre sans fin, et le boss continuerait à évoluer étape après étape. Quand il a pris ce gros coup de poing et a été projeté à travers la pièce, il aurait dû réaliser qu'il ne ressentait aucune douleur réelle. Tout cela faisait partie de la mise en scène scénarisée. Shine se tourne vers le golem et le gronde pour avoir blessé son subordonné. Kim est juste heureux que ce foutu type se soit montré du tout. Il se précipite en avant, prêt pour le deuxième round, disant à Shine de se préparer à ce qui va arriver. Mais soudain, quelque chose explose juste à côté de lui. Il regarde, et Shine est là, se dépoussiérant comme si de rien n'était. Il dit que ce n'était même pas assez pour l'échauffer. Kim est abasourdi. Il n'a aucune idée de comment ce bâtard reste aussi calme. Il se jette à nouveau, seulement pour recevoir une autre gifle sur la tête et s'écraser au sol. Et c'est là qu'il remarque enfin, le soi-disant PNJ divin. Il est seulement niveau 70. Tout devient clair maintenant. Cet endroit a été conçu pour les joueurs entre le niveau 30 et 40. Alors, oui, quand un gars de niveau 70 se pointe, il est fondamentalement un dieu. Le golem n'était jamais censé dépasser le niveau 45, mais notre garçon est allé et a utilisé son gobelin, et maintenant il a transformé la chose en un monstre imparable. Shine se relève à nouveau, répétant que cette créature n'est même pas assez bonne pour un échauffement. C'est alors que Kim réalise que le PNJ est bloqué sur une boucle de dialogue. Il est immortel, donc il ne peut pas mourir, mais il ne peut pas non plus tuer le golem. Ils sont enfermés dans une boucle. Mais peut-être que lorsque Shine s'est matérialisé, il a également déclenché le noyau du gobelin. Et maintenant, pour la première fois, cette chose pourrait réellement être tuable. Tout ce que Kim a à faire est de déterminer exactement où Shine vise ses attaques. Shine se jette à nouveau, frappant le noyau du golem. Kim saute aussi, essayant d'y aller, prend un autre coup. Mais, non, le gobelin lance un rocher de l'autre côté de la pièce, l'achève. Shine lance toujours une dernière phrase disant que ce monstre n'était même pas un échauffement. S'il n'avait pas été là, tout le monde serait mort. Heureusement qu'il est arrivé à temps pour sauver tout le monde. Kim, cependant, ne fait pas. Il se demande toujours si Catherine a réellement été sauvée. Mais ensuite, il la repère debout tranquillement sur le côté. Elle est vivante. Les deux sont maintenant à l'extérieur du donjon, et le PNJ se tourne vers lui, disant qu'il a remarqué un certain talent chez le gamin. Bien sûr, il a dû le sauver, mais le potentiel est définitivement là. Kim veut juste se terrer dans un trou, laissant Catherine là-bas comme ça. C'était bien pire que ce qu'elle lui a fait, le piégeant au début pour le faire tuer. Le PNJ continue de parler, remplissant le silence, et Kim en est reconnaissant, au moins. Ensuite, Shine se tourne pour partir, leur disant de ne pas trop penser à lui. Il existe sur un plan supérieur. Il s'éloigne et s'arrête à un certain endroit, attendant d'accepter la prochaine mission. Et maintenant, silence. Kim se tient là, jetant un coup d'œil maladroit à Catherine. Il rassemble finalement son courage et dit, « D'accord. Ce qui s'est passé là-bas était de ma faute. » Mais juste à ce moment-là, son père apparaît. Il dit, « On dirait qu'elle est enfin réveillée. » Kim n'a aucune idée de qui est ce type, mais son aura est à un tout autre niveau. Soit il est immensément riche, soit incroyablement puissant. Catherine réagit immédiatement en demandant pourquoi son père est même ici. Ki-moon lui dit qu'il savait qu'elle était consciente au moment où elle a eu cette convulsion. Elle l'a rendue malade d'inquiétude jour et nuit, et pourtant la voilà, faisant semblant d'être un adulte, perdant du temps à jouer à ce jeu stupide, entraînant tout le monde vers le bas. Il se tourne vers Kim et le remercie de prendre si bien soin d'elle. Dit qu'il semble que sa promesse de la réveiller s'est vraiment réalisée. Il recevra une récompense généreuse, et ils seront bientôt en contact. Ensuite, Ki-moon tend la main et dit à Catherine de venir avec lui. L'ambiance générale devient lourde. Kim est en colère contre elle d'être un tel gâchis, mais elle n'est même pas en colère contre lui. Elle ne crie pas, ne lui reproche pas de l'avoir abandonnée. Elle s'éloigne simplement, avec ce regard comme si elle se dirigeait directement en enfer. Pourquoi ne demande-t-elle pas de l'aide à nouveau? Pourquoi ne supplie-t-elle pas d'être sauvée? Kim connaît la réponse. Parce que tu prouves qu'il n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Pas quelqu'un en qui on a confiance. Mais peut-être, juste peut-être, cette fois il peut la sauver. Alors il crie, attendez, arrêtez-vous tous les deux. Même quelqu'un comme lui sait exactement qui est cet homme. Le président Han Kamin, chef du groupe Samsung, célèbre pour être aimable, compatissant, un modèle. Il se tourne vers Catherine et demande, n'est-ce pas vrai? Mais si c'est le cas, alors pourquoi a-t-elle l'air sur le point de mourir? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un d'aussi admiré l'emmène, elle a l'air plus brisée que jamais? Il l'attrape par le bras et dit qu'elle vient avec lui et exige de savoir ce que Ki-moon va faire à ce sujet. Mais tout cela, ce n'est qu'un rêve, une fantaisie. Il ne fait rien de tout cela en réalité. Il reste juste là à la regarder partir, et au fond de lui, il sait qu'il n'y a pas de la sauver, pas par quelqu'un comme lui. Il a toujours été le type qui brise les promesses, un lâche comme nul autre. Il ne s'attend même pas à se sauver lui-même. Alors qu'est-ce qu'il fait à rêver d'être un héros? Kim Chul-so. Il va juste être un gobelin pour le reste de sa vie.
Les chevaliers à proximité chuchotent entre eux. Est-ce vraiment le grand roi chevalier? Celui qui faisait partie du trio qui a vaincu le duc? Tout le monde commence à crier et à applaudir le chevalier Camin. Ensuite, quelqu'un demande, à voix haute, c'est qui cette bombe à côté de lui? Genre, ils ont littéralement dit ça à voix haute. Et Camin répond simplement froidement, c'est juste quelqu'un avec qui je suis groupé pour le moment. Ensuite, il se tourne vers Catherine et lui dit de vraiment réfléchir à la façon dont les gens le voient et à la façon dont ils la voient. Elle devait comprendre la honte que cela apporterait si jamais quelqu'un découvrait qu'elle était sa fille. Les gens passent, criant son nom comme s'il était un roi, tandis que Kim reste là, figé. Quelqu'un le pousse en disant, pourquoi bloques-tu la route? Et il reste juste là à penser. Alors c'est vrai. Elle était vraiment la précieuse fille de ce type. Mais même avec toutes les conneries qu'elle a traversées, ça ne pourrait pas être pire que sa propre vie. Alors pourquoi se sent-il coupable? Il devrait oublier tout ça. Il n'a même pas payé le loyer ce mois-ci, bon sang. Soudain, une voix remonte des égouts. C'est Saint-Griel, criant que quelque chose de gros vient de se produire en ville. Notre garçon est effrayé. Jean, qu'est-ce que ce salaud fait ici? Le vieil homme explique que lorsqu'il s'est fait arrêter par les gardes, il a réussi à s'échapper. Mais maintenant, il est traqué, alors il vit sous terre. Littéralement. Malgré tout, ce n'est pas si mal, dit-il. Quand des femmes passent, il voit des choses qu'on ne peut tout simplement pas voir depuis la surface. Kim réalise immédiatement que ce type est un criminel, un vrai pervers. Mais le vieil homme continue. Cette fille qui se tenait à côté du président, elle ne ressemblait pas à une coéquipière. Elle avait l'air blessée. Kim est toujours déséquilibré, demandant de qui il parle. Peu importe qui c'était, peut-être qu'elle s'est juste blessée en combattant. Qui sait? Mais le vieil homme dit, non, tu ne comprends pas. Dans le jeu, tous les signaux de douleur sont envoyés au cerveau. Votre vrai corps n'est pas touché. Il explique que de l'endroit où il regardait, il pouvait voir les choses sous un angle différent. Cette fille avait des signes de violence physique, de vraies blessures. Kim s'arrête. Il reste silencieux pendant une seconde, puis crie vers Kim Moon. Il dit à ce bâtard de s'arrêter là. Il dit que c'est pathétique de voir quelqu'un comme lui kidnapper quelqu'un en plein jour devant tout le monde. Il est une honte. Kim Moon se retourne calmement et dit qu'il n'a aucune idée de ce dont parle le garçon, mais qu'il devrait faire attention à ne pas lancer de telles accusations. Cela pourrait causer des malentendus. Kim se moque de lui, répète ces mots d'un ton faux et poli, puis le dénonce carrément, arrête de faire semblant d'être un type bien juste parce que tu es le président d'une entreprise énorme. C'est évident. Ce n'est pas le genre d'homme à respecter la loi. Et puis, oh, garçon, Kim le dit. Il affirme que la fille à côté de lui est sa petite amie. Même Catherine est stupéfaite, et Kim continue en disant qu'ils ont déjà fait ceci et cela et cette autre chose aussi. Tout le monde à proximité commence à murmurer. Si c'était vrai, ce serait un véritable scandale. Certains sont sceptiques, cependant. Pas de preuves, donc ce doit être de fausses nouvelles. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, Kim ne bronche même pas. Pas une seule émotion sur son visage. Il répond calmement que le garçon doit le confondre avec quelqu'un d'autre, et qu'il est pressé, donc il va partir maintenant. Mais Kim s'avance à nouveau, lui disant de ne pas bouger. Si elle n'est pas ta petite amie, alors qu'est-ce qu'elle est pour toi? Quel genre de type traîne avec une fille portant des vêtements aussi révélateurs? Un vieux pervers, voilà qui? C'est bizarre, n'est-ce pas? Un homme plus âgé qui traîne avec une jeune fille comme ça. Les gens autour d'eux commencent à murmurer, en disant, ouais, c'est un peu particulier. À tout le moins, ce n'est pas normal. Commun soupire juste et dit que ça ne vaut même pas la peine de répondre. Il se retourne pour repartir. Mais alors, quelqu'un intervient. Oh non. Bien sûr. C'est ce bâtard sournois, Saint-Réal, encore une fois. Il s'avance et s'annonce comme Patrick Saint-Réal, un employé fidèle du groupe Samsung. Et quand il a entendu que le rassemblement, l'héritière légitime de l'entreprise était ici, il s'est précipité immédiatement. Il s'agenouille, prend ses mains doucement et dit quel est vraiment l'avenir de la société. Il est profondément soulagé de savoir qu'elle est en sécurité. Catherine n'a aucune idée de ce qui se passe. Elle est juste là, totalement confuse, et tout le monde autour murmure, essayant de comprendre aussi. Cette fille était-elle vraiment la fille du président? Mais si c'est vrai, comment diable sont-ils censés confier toute l'entreprise à quelqu'un comme elle? Et quelle est la logique ici de toute façon? Le type vient de dire qu'elle était juste quelqu'un avec qui il avait fait équipe. Rien de tout ça ne colle. Mais une chose est claire, les choses se présentent mal pour Kim Moon. Kim s'approche de lui et dit nonchalamment, tu pourrais aussi bien l'admettre, idiot. C'est ta fille. La seule issue maintenant est de l'assumer. C'est qui a fait des erreurs en l'élevant. Au moins, cela pourrait être transformé en un scandale avec un arc de rédemption. Et s'il fait ça, Kim promet. Il agira comme s'il était fou et ne savait même pas qui elle est. Mais s'il ne coopère pas, alors Kim va exposer exactement ce qui se passe réellement entre eux. Kim Eun le regarde fixement, puis demande froidement, et quelle est la valeur de tes paroles selon toi? Il frappe du pied, et sa voix résonne sur toute la place. Ne vous laissez pas tromper par un menteur comme celui-ci. Kim est stupéfait. Quel genre de capacité était-ce? Sa voix résonnait dans toute la ville. Kim Eun annonce ensuite que l'homme déguisé en majordome n'a aucune affiliation avec son entreprise,
et que la fille au sol est juste quelqu'un qu'il a rencontré aujourd'hui. Il dit que les deux complotent pour ruiner sa réputation. Mais lui, il est Han Commun, le véritable chef du groupe Sun Young. Et ici même, maintenant, il va exécuter les trois pour ce qu'ils ont fait. Bréau désactive le mode PK et dit qu'il va montrer à tout le monde ce qui arrive à quelqu'un qui prétend avoir un lien avec lui. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.